Bienvenue sur Vibes Manifest. Le podcast est dédié au bien-être, à la spiritualité et au développement personnel. Dans cet épisode spécial, je vous invite à découvrir des experts passionnés qui partagent leur savoir, leurs expériences et leurs outils pour vous aider à cultiver une vie pleine de sens et d'alignement. Que vous soyez en quête d'inspiration, de conseils pratiques ou d'une nouvelle perspective, eh bien vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider par ces échanges lumineux. Alors je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Sorine André, médium, psychosomatothérapeute, énergéticienne et finalement une thérapeute holistique. Sorine incarne une approche à la fois douce et puissante dans le domaine des soins énergétiques. Avec une bienveillance rare, elle nous guide à travers le monde de l'invisible et les énergies qui influencent notre quotidien. J'ai eu l'opportunité de participer à l'une de ces formations qui était extrêmement complète et ce fut bien plus qu'un simple apprentissage. C'est un véritable partage mêlant compétences, expériences et une sincérité touchante. Ces anecdotes résonnent toujours profondément avec une authenticité qui marque les esprits. Dans cet épisode, nous plongerons dans son parcours inspirant, dans ses pratiques énergétiques, celles qu'elle utilise pour accompagner ses consultants dans leur évolution spirituelle, mais aussi celles qu'elle utilise pour elle-même au quotidien. Donc préparez-vous à découvrir un échange lumineux avec une experte en guérison énergétique qui saura vous captiver et vous éclairer. Et certainement répondre avec clarté aux questions mystérieuses qu'on se pose tous sur la protection énergétique. Bonjour Sorine et merci infiniment d'être ici avec nous aujourd'hui. Bonjour Stéphie, merci pour l'invitation. Est-ce qu'elle te correspond ? Est-ce qu'elle te parle ? Alors, il y a juste un point à revoir, je ne suis pas énergéticienne. Donc, donc sur le côté énergétique, non, mais tout le reste est super. Ok, bon ça va, j'étais pas trop à côté quand même. Non, parfait. Puis c'est très beau ce que tu as dit, donc c'est touchant en même temps, merci. Avec plaisir. Moi, je suis très contente de te recevoir parce que je trouve que la manière dont tu transmets tes connaissances et ton expérience, c'est vraiment très agréable à chaque fois et c'est très inspirant. C'est toujours un régal de t'écouter pour ma part. Donc je voulais absolument que tu participes à ce podcast pour partager aussi avec mes auditeurs qui, pour certains, te connaissent déjà et pour d'autres vont te découvrir avec plaisir. Merci d'être à l'écoute, oui. Oui, avec plaisir. Moi, j'ai préparé énormément de questions pour aujourd'hui. Alors j'espère qu'on arrivera à balayer à peu près tous les thèmes. J'aurais pu parler de 1001 sujets avec toi, parce que tu as une expérience incroyable dans plusieurs domaines. Mais dans cet épisode, on va d'abord aborder la protection énergétique, parce que pour moi, tu es celle qui en parle le mieux, forte de ton expérience et de ta pratique. Alors, est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce qui t'a amené à t'intéresser à la protection énergétique, carrément même à en faire une formation? Moi, c'est comme ça que je t'ai connue. Alors, la protection, pour moi, c'est quelque chose d'assez essentiel et de plutôt le premier pas à faire pour soi. Je vais préciser tout ça. J'anime des stages de développement des capacités extrasensorielles et on s'est rendu compte que dans ce stage, plutôt que d'aider les gens à vraiment seulement développer leurs capacités, nous on leur apprend à développer leur propre méthode. Et la seule chose sur laquelle on est vraiment insistante, c'est sur le nettoyage, la protection, le rechargement et le centrage. Et pourquoi j'ai fait la formation protection en premier lieu ? C'est parce que c'est mon point fort déjà, et j'expliquerai pourquoi j'ai eu besoin de faire ça. Et je trouve qu'une fois qu'on a une bonne protection, on peut aborder tous les autres domaines d'une manière plus simple. Mais ça n'empêche qu'il faut aussi faire du nettoyage, du rechargement, du centrage. La protection, elle nous permet, en résumé, je dirais que se protéger, c'est un mot qu'on peut revoir. Parfois, le mot protection n'est pas toujours idéal, mais la protection, elle nous permet vraiment d'oser être nous, de poser ses limites. C'est un positionnement, la protection. Alors que quand on entend le mot se protéger, c'est comme si on imaginait qu'il y avait une agression à l'extérieur et qu'on va mettre quelque chose pour nous bloquer de l'agression. Pour moi, la protection, elle est vraiment une manière de se positionner en sécurité.
Donc c'est la différence que je noterais. Et pourquoi j'ai voulu... Oui, vas-y, je t'en prie. Non, mais justement, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis là, parce que je crois qu'il y a une espèce d'amalgame sur le mot protection. Oui. Et je trouve que c'est bien que justement tu arrives à expliquer la différence qu'il peut y avoir et ce qu'on met sous ce mot protection. Voilà, moi, en général, j'aime bien faire mes propres définitions. C'est pour ça que j'ai mis en place d'ailleurs quelque chose qui s'appelle le lexique de la guidance. C'est pas pour dire que j'ai raison, c'est juste pour expliquer mes mots et quelles sont mes définitions. Parce que on peut utiliser un mot différent pour dire la même chose, mais c'est toujours important de comprendre le concept qui se cache derrière un mot. Donc, et la protection, il y a pas mal de gens qui ont dit mais non, parce que si tu te protèges au niveau énergétique, ça veut dire que tu vas faire venir des choses négatives, parce que ça veut dire que tu crois qu'il y a des choses négatives pour te protéger. Moi, honnêtement, j'avais jamais pensé à ça. Donc ça, c'est quand j'ai lancé la protection, la formation, ou que il y a des gens qui sont venus en formation, que j'ai parlé avec d'autres professionnels, on m'a dit, mais non, on n'a pas besoin de se protéger. Mais en fait, les gens qui n'ont pas besoin de se protéger, si vous les observez bien, c'est des personnes qui sont affirmées, qui savent poser leurs limites et qui savent se positionner. Donc pour moi, j'aurais peut-être dû l'appeler la formation positionnement. Ça, c'est l'action. Mais quel est l'effet que ça fait? C'est que ça nous protège. Alors pourquoi j'ai eu besoin de devenir super perfectionnée dans la protection? Eh bien, c'est parce que tout simplement, pendant très longtemps, quand mes capacités se sont développées, j'avais 13 ans, et à ce moment-là, j'étais harcelée par toutes les informations. C'est-à-dire, je voyais des défunts, j'entendais ce que les gens pensent. C'est plus le cas aujourd'hui, j'ai appris à fermer. Je le dis tout de suite parce qu'à chaque fois que j'explique ça, et si je suis face à quelqu'un, j'ai les gens qui sont comme ça. Attends, il faut que j'arrête de penser. Non, pas de problème. Maintenant, Elle va c'est pas tout la savoir question. de moi. Ouais, mais avant, je lisais dans les gens comme dans un livre ouvert, c'est-à-dire que je savais les choses importantes de leur vie, pas les détails, les choses importantes. Malheureusement, les choses marquantes ou importantes, c'est souvent des choses qui font de la peine et qui sont dures. Donc moi, j'avais 13 ans et je passais tout mon temps à être harcelée. Je dis harcelée parce que je reçois les informations, je peux pas, c'est pas comme une télécommande où on met pause, je veux dire. Donc, ce qui était difficile pour moi, c'est que je me faisais harceler par les informations. Quand je me connectais, sans me connecter, j'étais connectée d'office. C'est pas comme la télévision où tu peux l'éteindre. Là, il n'y avait pas de possibilité de mettre des stops. Quand je dis harceler par l'information, c'est que j'étais en lien avec ce qui est important pour les autres. Et qu'est-ce qui est important? C'est des choses qui sont perturbantes ou lourdes ou dures ou des... Pas tout le temps, il y avait des choses joyeuses aussi, mais très très peu. J'avais 13 ans et donc quand je sortais dans la rue ou quand je prenais les transports, c'était affreux parce que à ce moment-là, j'étais en lien effectivement avec tout ce qui marque les gens. Et ça, c'est une chose. Mais le pire, c'est que les gens venaient me parler. C'est-à-dire des adultes que je ne connais pas venaient entamer la conversation avec moi. Un exemple que je donne souvent, je m'asseyais derrière la place du chauffeur, derrière le chauffeur, parce qu'il y a une place où il y a une seule place. Donc comme ça, on est tranquille. Je prenais un livre, je le mettais devant mes yeux pour pas qu'on me regarde, pour que j'ai aucune interaction. Et les gens appuyaient sur le livre pour me regarder et ils me parlaient. Et ils me racontaient tous leurs problèmes. Et c'était un enfer. Donc, je n'arrivais pas du tout à me positionner. Pour donner une anecdote amusante. Oui, aujourd'hui, c'est amusant, mais à vivre, quand c'est tout le temps, c'est pas amusant. J'étais en couple et on était au restaurant dans Paris. Et dans ce restaurant, comme à Paris, dans pas mal de restos, les tables sont hyper proches. Donc, on peut entendre la conversation du voisin. Maintenant, à d'autres endroits, mais moi, je venais de province où les tables étaient beaucoup plus séparées. Bref. Donc, je regarde mon menu et c'est la première fois que j'allais dans ce resto et je dis « Oh, il y a tellement de choix, je sais pas quoi prendre, enfin. » Et là, je vois la tête de ma voisine qui se penche sur mon menu et qui me dit « moi, j'ai pris ça la fois dernière. » Vous direz « Sourine, c'est sympa comme truc. » Oui, jusque-là, c'est cool. Je dis « Merci, madame. » quoi. Oui, parce que j'étais venue avec mon amoureux, mais... depuis, on est séparés. Et voilà. Et on part sur une conversation avec cette dame. Et là, il y avait mon amoureux en face qui était ok, et nous, on fait quoi? À un moment donné, il m'a dit, j'en ai marre, on va plus au resto, on sort plus, c'est pas possible, quoi.
il suffisait que je sois dans la rue pour qu'on vienne me parler à moi. Lui, il racontait ça à ses proches et ses proches ne le croyaient pas de dire que tout le temps on venait me parler. Et un jour, son père était là et ça s'est produit devant lui. Il était halluciné parce que les gens me racontent des détails intimes de leur vie. Donc j'ai dû apprendre à poser mes limites à la fois verbales mais aussi énergétiques. Parce que je ne sais pas si tu auras pu remarquer toi ou ton entourage ou d'autres personnes, il y a des gens qui disent mais j'ai dit non. Mais le non, il est tellement pas sûr que c'est comme si on ne disait pas non. Et ce qui fait que les autres, parfois, d'une manière très, honnête, ils l'entendent pas. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est juste que le non n'a pas été entendu. Donc, j'ai dû mettre en place tout un tas de choses pour apprendre à utiliser la télécommande, c'est-à-dire éteindre mes capacités. Donc, ça m'a pris 6 années où j'ai travaillé avec un chaman qui est aussi psychanalyste. Et ensuite, je me suis entraînée pendant ces 6 années aussi avec des inconnus pour développer mes capacités et comprendre ce qui vient de mon jugement, ce qui vient de mon analyse, ce qui vient de mon observation, ce qui vient de mes capacités. Voilà, bon ça c'est un autre sujet, mais c'est juste pour dire que j'ai pas que travaillé sur la protection. Mais aujourd'hui, je suis dans une équipe où je fais de la purification de lieux et c'est vraiment ma spécialité, à tel point que quand on fait une purification, souvent je mets des petits liens sur mes collègues et des fois ils me disent bon tu peux lâcher un peu la bride là, ça va, on avance. donc la protection c'est quelque chose que aujourd'hui je peux mettre sur quelqu'un si c'est nécessaire, la gérer sur moi, voilà. Dans la formation, on apprend à le faire pour soi, on n'est pas en train de... Moi c'est parce que j'en ai l'utilité dans mon travail, sinon c'est pas quelque chose que je ferais. Oui, toi maintenant c'est dans ta boîte à outils en fait. Ouais. Et moi maintenant c'est quelque chose que tu peux utiliser comme tu veux. Oui, et c'est tellement intégré que j'ai pas besoin d'y penser. C'est d'office. C'est-à-dire que aujourd'hui, je fais pas partie des gens à qui on va venir. Bien sûr, on va venir me parler parce qu'il y a toujours ce côté un peu. Et puis je suis sociable, puis j'aime bien parler aux gens, donc je suis pipelette aussi. Ça, vous le remarquerez très vite si vous l'avez pas déjà fait. et donc bon bah ça me fait plaisir. Mais s'il y a quelque chose que je veux pas, déjà je sais le dire. Et surtout, ça va pas venir à moi en fait, parce que il y a des personnes qui vont même pas oser dépasser une limite qui est en moi, sans parler. J'ai pas besoin de parler. Et alors du coup, en fait, tu as répondu en grande partie à ma prochaine question, qui était comment tu définirais la protection énergétique. Pour toi, en fait, c'est un ensemble, ce n'est pas que l'énergie, c'est aussi savoir poser un cadre, poser des limites. Alors oui et non, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'intégré. Dans les formations et dans mon but ultime, on va dire, de travail actuel, peut-être demain ça changera, c'est l'unification. On n'est pas une tête d'un côté, un corps de l'autre, des émotions séparées, la spiritualité encore dans un autre placard. Pour moi, pour se sentir bien dans sa vie, il faut être unifié. Unifié, c'est-à-dire rassemblé. Et pour être unifié, eh bien, c'est important de pouvoir savoir qui on est. Donc, dans la formation protection, on apprend à mieux se connaître. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas? Par exemple, les limites. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple que je donne dans la formation. Les limites, ça peut très bien être, moi, j'ai pas envie que n'importe qui débarque dans ma maison n'importe quand. Et puis pour d'autres, ça va pas être dérangeant. On va venir ding dong, on vient prendre l'apéro, oh super, viens. Et pour d'autres, ils vont pas supporter ça, mais ils vont pas oser le dire ou ils vont même pas savoir qu'ils aiment pas. Ils vont juste se sentir un peu oppressés quand quelqu'un vient. Donc déjà, de mieux connaître nos limites et de faire un travail sur qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est pas juste pour moi. Moi, ça me dérange pas. Quand j'aime bien recevoir à la maison, ça me dérange pas de bouger, ça me dérange pas de, par exemple, quand quelqu'un vient, dans ma famille, la nourriture c'est important, donc il y a toujours 150 000 trucs à manger sur la table, parce que pour moi c'est, voilà, ça me dérange pas de sortir des trucs, et puis pour d'autres, ça va être plus compliqué, je sais pas, on a chacun nos cadres, et si on n'est pas capable de connaître son cadre, comment tu veux qu'on pose nos limites? C'est pas possible. Donc, dans la protection, l'idée, c'est vrai que j'aurais peut-être dû l'appeler autrement. Si vous avez des suggestions, elles sont les bienvenues parce que
ça va bien plus loin que de la protection, c'est du positionnement en fait. Mais le terme positionnement, c'est pas clair non plus, donc c'est difficile à choisir. Oui, parce que c'est un ensemble en fait de plusieurs choses différentes. C'est difficile d'arriver à poser un seul mot qui pourrait représenter l'ensemble Oui. de cette pratique. Alors oui, effectivement, positionnement, protection, c'est les deux mots vont pas sonner pareil si tu veux quand les gens vont l'entendre. Chacun en plus va comprendre une chose différente. Donc c'est vrai que c'est difficile d'arriver à trouver un terme exact. Alors je sais pas s'il y a des suggestions, je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose vraiment d'adéquat, mais on prend. Bienvenue. En tout cas, dans cette formation, je l'ai voulu unifier. Et ce qui est chouette, c'est qu'on voit il y a à la fois du développement personnel, de la compréhension de la psychologie, et il y a aussi tout ce qui est extrasensoriel, énergétique. Mais si on n'est pas ouvert au domaine spirituel, on peut quand même faire cette formation. Alors c'est sûr qu'on fera peut-être pas des demandes au guide, on fera peut-être pas, mais au moins apprendre à se positionner et à arrêter d'être envahi. Par exemple, vous êtes hypersensible, vous êtes envahi par les émotions des autres, c'est pas une fatalité. On peut apprendre à déjà faire le tri, parce que parfois on rentre chez soi et on sait pas, mais c'est moi qui suis mal ou pas. Dans l'hypersensibilité, c'est compliqué de savoir ce qui m'appartient et ce qui m'appartient pas. Donc, dans cette formation-là, on apprend à faire ça. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, la protection n'est pas que énergétique, n'est pas que spirituelle, elle est vraiment de manière totale et globale. Par exemple, un professeur, quand on va à l'école, il peut être tout petit, tout mince, pas payer une mine comme ça, et pourtant, on va pas moufter dans sa classe. Et sans qu'il crie, sans qu'il dise rien de spécial, c'est juste parce qu'on sent que c'est pas possible. Parce qu'il y a quelque chose en lui qui est positionné. C'est une manière de se protéger. C'est-à-dire que cet enseignant-là, il sera moins agressé par la classe qui se tient pas bien ou qui fait du bruit ou par la fatigue de devoir répéter 50 000 fois la même chose. On sera plus attentif dans la classe de quelqu'un qui est bien positionné. Donc, la protection, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il sera protégé, beaucoup plus protégé de l'environnement extérieur que quelqu'un d'autre. Donc la protection, c'est ça. Et c'est aussi, effectivement, s'il y a donc là, on rentre dans le côté spirituel, s'il y a des désagréments, par exemple, dans notre maison, ou si simplement de l'hypersensibilité, on est agressé par les émotions extérieures, ou par exemple, si on va au supermarché, ou si on va dans un bar et qu'il y ait de la foule et ça nous met mal à l'aise, eh bien, la protection travaille aussi là-dessus. Et alors, justement, je rebondis parce que tu as donné l'exemple du professeur, aussi l'exemple de ton cas particulier, que tu as découvert la protection, ce que ça pouvait t'emmener, ce que ça aurait pu t'aider à surmonter quand tu étais plus jeune. Je pense que c'est important de dire que c'est pour tout le monde, parce que certains peuvent penser que c'est réservé à certains qui sont dans ce domaine-là, qui sont médiums, voilà, qu'il faut se protéger dans certaines situations, mais la protection, c'est ouvert à tout le monde et c'est pour tout le monde au quotidien. Bien sûr. Ta formation, par exemple, elle est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de... Voilà, elle n'est pas visée pour une certaine cible, un certain public. Oui. Et c'est toute la difficulté parce que dans les gens qui me suivent, il y a beaucoup de gens qui sont ouverts à la spiritualité, mais moi, cette formation, j'aimerais bien qu'elle touche tout le monde. Alors, c'est vrai qu'il y a des parties où on parle d'entités, où on parle de personnes, enfin des âmes qui sont dans la maison. Donc, si vous n'êtes pas ouvert, c'est sûr que cette partie-là, faut la zapper. Hein. Il y a suffisamment de vidéos pour ne pas regarder celle-là, c'est pas très grave. Mais ça apprend justement à se sentir mieux dans la vie aussi, puisqu'on a une meilleure conscience de qui on est et de nos limites. Et ça, c'est très important. Et je voulais revenir, tout à l'heure, on a parlé du fait que c'était accessible à tous en termes de protection. Toi, tu as donné une anecdote, je reviens encore là-dessus, où tu étais adolescente. J'avais une question, alors justement par rapport aux enfants, est-ce que pour toi c'est important d'avoir cette notion de protection assez tôt avec les enfants, de leur emmener, voilà, de leur instiller des petites doses, d'apprendre à poser ses limites, à poser un cadre, parce qu'on parle beaucoup de formation adulte, où on est vraiment
déjà lancé dans la vie, mais je trouve que c'est important aussi d'avoir une influence alors sur nos enfants pour justement qu'ils soient un petit peu outillés pour avancer dans la vie, quoi. Exactement, c'est important. Je suis tout à fait d'accord. C'est important et puis de toute façon, des choses de base que l'on fait, par exemple, déjà la protection en tant qu'adulte, on pense à la protection de nos enfants et c'est magnifique ce que tu viens de dire parce que c'est un exemple incroyable de dire bah oui la protection on y pense pour les autres. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait un retour en disant bah non je vais pas me former à la protection. En quoi on a besoin de se protéger soi? Bah oui, mais se protéger soi, mais on veut toujours que nos enfants soient protégés. Sors, mets ton cache-nez, mets ton bonnet, mets ton manteau. Attention quand tu traverses, ça c'est de la protection aussi. Et on essaye d'apprendre à l'autre à se protéger, ou alors on le protège et ça, bon, c'est d'autres sujets. Et c'est super, mais l'autonomie, ça, pour moi, c'est unification, autonomie, c'est vraiment deux thématiques et l'éthique, c'est les 3 thématiques hyper importantes pour moi. Et donc, oui, pour en revenir aux enfants, bien sûr, ne serait-ce que simplement d'apprendre à comprendre qu'ils existent par eux-mêmes, qu'ils peuvent avoir un avis, qu'ils peuvent donner des informations, ne serait-ce que même au niveau physique, qu'ils ont une intimité et que cette intimité, c'est la leur et qu'elle n'a pas à être partagée. En tout cas, je m'exprime pas bien avec le mot partager, mais en tout cas, que l'enfant comprenne bien ses limites et son intimité et qu'il puisse dire aussi ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, parce que on peut pas savoir. Il y a des choses, il y a des enfants qui aiment bien qu'on les chatouille, il y en a d'autres qui vont être mal à l'aise. À un moment donné, voilà, c'est pas parce qu'on chatouille un enfant que ça va pas, mais il y en a un que ça va mettre mal à l'aise et un autre qui adore. Donc, à un moment donné, si l'enfant il apprend pas à dire ce qui est bon ou pas pour lui, c'est compliqué. On est quand même dans une société où on apprend beaucoup plus aux enfants à dire ce qu'ils pensent. C'est peut-être pas encore idéal, mais on apprend beaucoup plus qu'à d'autres époques où il ne faut pas montrer ce que tu ressens, il faut toujours être lisse, il faut toujours faire plaisir aux autres. Il y a quelque chose qui me choque énormément et j'essaye d'éveiller un peu autour de moi, notamment des personnes plus âgées que j'ai dans mon entourage. Donc je peux pas juger parce qu'ils sont dans un autre mode éducatif, donc c'est difficile de juger leur référence. Mais par exemple, moi j'aime pas les cadeaux, j'aime pas du tout quand on me fait des cadeaux, ça m'encombre, sauf si on m'achète à manger ou qu'on m'invite à une sortie. Voilà, si vous voulez me faire un cadeau, non, ne me faites pas de cadeaux parce que de toute façon je n'aime pas ça, mais ça serait de la nourriture ou une sortie. Et j'ai eu un genre de conflit avec une personne qui me dit mais enfin tu peux bien faire plaisir à l'autre. Si l'autre il a envie de te faire un cadeau, tu peux lui faire plaisir. Et sauf que moi ça me met mal à l'aise. Et j'étais dans une situation où j'en ai même pleuré tellement je ne voulais pas qu'on m'offre quelque chose. J'en ai pleuré et je lui ai dit est-ce que vous vous rendez compte que je pleure? Est-ce que là vous êtes en train de voir que je pleure? Et la personne elle était toute gênée parce qu'elle savait pas trop quoi faire et elle dit oui mais quand même tu peux lui faire plaisir. Et je lui ai dit mais dans quel monde, expliquez-moi, tout en pleurant bien sûr, dans quel monde c'est possible de faire plaisir à quelqu'un en faisant pleurer quelqu'un d'autre? Je lui ai dit, il faut m'expliquer en quoi ça fait plaisir. Donc parfois, on a des trucs comme ça. Allez, tu vas bien reprendre une part je parle souvent de nourriture, hein, ça c'est les trucs familiaux. Mais allez, reprends une part. Ou alors, moi j'avais cuisiné un bon repas pour toi, puis tu le manges pas, ou t'aimes pas. D'accord, t'aimes pas ce que j'ai fait. Ouais, voilà, est-ce qu'il faut qu'on soit au seuil de la mort pour dire que l'on ne veut pas quelque chose? C'est choquant. Par exemple, on peut, si quelqu'un nous dit je suis allergique, c'est-à-dire si je le mange, je meurs. Là, il y a personne qui vous obligera à manger. Donc, les gens ils comprennent que c'est pas possible. Mais faut se rendre compte que on en arrive à un point où soit tu meurs et on peut t'entendre, soit tu manges un truc que t'as pas envie. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et pour la personne dont je parle, elle, c'est compliqué parce que dans son éducation, elle, ça va la mettre beaucoup plus mal à l'aise de pas manger quelque chose qu'on lui propose plutôt que de le manger et d'être malade. Elle préfère être malade et j'ai pas à juger ça, c'est elle arrive pas à faire autrement.
Mais c'est pour ça que pour les enfants, plus on apprend à ce qu'ils expriment eux-mêmes pas exprimer déjà, comprendre et percevoir, parce que c'est difficile pour un enfant de savoir s'il aime ou s'il n'aime pas. Déjà pour des adultes, c'est hyper dur parfois de savoir si on aime ou si on n'aime pas. Alors un enfant, faut pas le forcer. Allez, mais dis-moi si tu aimes ou pas. Déjà, faut qu'ils perçoivent est-ce que j'aime ou c'est quoi le concept déjà d'aimer ou de pas aimer, et ensuite de pouvoir l'exprimer. Donc oui, ça va les aider à mieux se positionner aussi dans leur pour grandir, quoi. Si ça répond à ta question. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais justement, j'ai une question. Tu parlais effectivement on a tous l'exemple du repas familial. On dit, allez, tu reprends un petit peu. C'est très, très maternant, très, très. Moi, j'ai une grand-mère comme ça, très mère nourricière, qui, elle, par son expérience de vie, a manqué. Donc, il fallait pas que les autres manquent. Et donc, c'était un peu le forcing. Fallait finir les plats, quoi. Fallait pas qu'il en reste. Justement, dans la sphère familiale, parfois, c'est compliqué d'arriver à poser des limites et à se protéger, surtout quand on est obligé, entre guillemets, d'avoir une relation, un contact régulier avec ses proches. Alors, il y en a qui arrivent très bien à s'en défaire et à poser des grands stops, et même carrément à ne plus entretenir de relation quand ça devient toxique, hein, et pour leur bien à eux. Hein. Et c'est assez compliqué parce que ça demande du courage aussi, hein, d'arriver à le faire et à se détacher de ça quand il faut le faire. Mais toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, par exemple, justement pour des gens où c'est dans le cadre familial ou dans l'entourage, et puis d'arriver à se créer une protection au quotidien? Déjà, c'est de comprendre ce que l'on attend de l'autre. Dans le domaine familial, il y a une complication, c'est qu'il y a beaucoup de loyauté familiale, de la manière dont on a grandi, et nos loyautés en tant qu'enfant, et aussi des loyautés aux légendes familiales. Dans ma famille, par exemple, on est maladroit. Moi, ça me fait marrer, donc je continue d'être maladroite. Et j'aime bien, voilà, je suis maladroite. D'ailleurs, il y a une anecdote amusante, il y a quelqu'un qui est venu à la maison et sa fille, elle avait un jeu avec les monsieur et madame. Et en faisant le ménage, j'ai retrouvé elle a oublié une petite pièce de monsieur et madame, c'est des petites cartes. Elle en a oublié une et c'est madame maladroite. J'ai dit non, mais c'est quand même incroyable. La seule qu'elle a perdue à la maison, c'est quand même madame maladroite. Donc voilà, mais moi j'adore être maladroite, ne me dérange pas, je trouve ça comique, voilà. Alors que ça peut énerver beaucoup parce que j'en casse des trucs. Donc donc bref. Et il y a ces légendes familiales ou même pas que familiales. On est dans un groupe d'amis, on va être la comique, ou on va être celle qui est, je sais pas, celle qui est la créative. Une sorte d'étiquette, en fait. Exactement. Donc on a ces étiquettes, et comme c'est une représentation sociétale, on a tendance à se construire à travers cette étiquette, et même à se donner l'étiquette comme si c'était notre identité. Donc tant qu'on reste dans l'étiquette, on peut pas s'affirmer, on peut pas se protéger, sauf si c'est une étiquette qui nous correspond parfaitement. Mais si on est dans une étiquette qui ne nous correspond pas, déjà, il faut comprendre ça. Donc il y a déjà un travail pour savoir, mais en fait, comment je veux me positionner. C'est pour ça que je dis dans la protection, il y a vraiment le positionnement. Il y a autre chose aussi, c'est que on a des attentes vis-à-vis de l'autre. On va dire, moi je vais dire non pour que l'autre me comprenne. Je vais dire que j'aime pas ça pour que l'autre arrête de me le proposer. Pour que l'autre comprenne pourquoi je dis ça et accepte. Pour que l'autre me donne l'autorisation d'agir de cette manière. Si on fait ça, ça marchera jamais. C'est pas la peine. Voilà. On va rentrer en conflit parce que c'est comme si on envoyait comme une amorce chez l'autre et de dire maintenant agis comme je le désire. Et je sais que évidemment vous n'êtes pas en train de vous dire quand vous exprimez à quelqu'un d'autre s'il te plaît comprends-moi, je t'ai déjà dit 15 fois que je mangerai pas ce truc-là, on se dit mais moi je demande rien à l'autre. C'est pas vrai, tu demandes qu'il te comprenne. Donc déjà, ne pas le faire pour que l'autre change quelque chose chez lui, ça change tout. Et le faire pour soi.
J'ai un petit exemple, j'ai eu ma mère au téléphone, alors avec ma mère ou même des membres de ma famille, c'est pas toujours facile parce que il y a le lien affectif, le lien d'amour aussi, où on se dit mais si je dis un truc à côté de la plaque, il va m'en vouloir, on va se disputer, ça va être compliqué. Voilà, il y a tout ça qui se mélange. Donc l'environnement, le lien d'amour, parfois il nous complique, hein. Il y a l'amour et il y a l'obligation, parce que dans la famille, on a aussi le lien d'obligation. Moi, par exemple, que j'aime ma mère ou pas, ça sera toujours ma mère. J'ai pas le choix. Je peux même faire un papier pour couper le lien ou je sais plus. Il y a des trucs officiels qu'on peut faire pour se libérer du lien parental. Ben, quand même, si je demande un acte de naissance, il y aura quand même son nom. Voilà. J'ai beau faire, je peux me couper. Je suis désolée pour ceux qui sont coupés de leurs parents parce que ça leur fait du bien. Ben, malheureusement, vos parents, c'est vos parents. Voilà. On n'y peut rien. Donc ça, c'est plutôt un lien de généalogie, de génétique. Et il y a le lien généalogie, mais un lien génétique ou généalogique, en tout cas un lien d'obligation. Parce qu'on n'est pas forcément dans la génétique de nos parents, si on a été adopté. Enfin bref, bon, on va rentrer dans des cas particuliers, mais il y a plein de possibilités. Donc, tout ça se mélange. Donc, pour l'exemple que je voulais donner, j'appelle ma mère dernière minute et je lui dis qu'est-ce que tu fais dans 2 jours, sachant que j'habite à centaines de kilomètres de chez elle, donc en général, je fais jamais ça. Qu'est-ce que tu fais dans 2 jours? Je passerais bien pour prendre le café, parce que j'allais passer à côté de chez elle. Et là, panique à bord, parce qu'elle n'a pas l'habitude. Panique à bord. Ah bah non, bah j'attends, j'ai des amis qui viennent, ah bah là. Ah bah ouais, mais comment je peux faire? Et elle s'énerve. Alors moi, je lui propose de quand même, je veux dire, maman, je passe te voir, calme-toi, tu vois. Et elle s'agace, elle s'énerve, donc je lui dis, bah écoute, c'est pas grave, on se voit pas, tu sais, moi c'est pas grave. Puis oui, mais non, je veux quand même te voir et tout. Et à un moment donné, ça part trop haut. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que je suis en train de t'appeler pour te dire que quelqu'un est mort? Alors elle me dit, bah non. Et je lui dis, donc, est-ce que c'est aussi grave que quelqu'un qui est mort? Bah non. Bon, bah voilà, c'est pas grave, je te vois, c'est super, je te vois pas, c'est super. Parce qu'à ce moment-là, moi, je m'en fiche, en fait, que elle, je la vois ou je la vois pas. Si je la vois, je serai contente. Et si je la vois pas parce que ça, c'est pas possible, ben, je suis contente aussi. Ça n'a pas d'importance. Donc, à un moment donné, moi, ma limite, c'est juste, c'est bon, c'est pas la peine d'aller s'emballer trop haut. On reste, donc, moi, j'ai une manière parfois un peu choquante de parler, ça me dérange pas dans la conversation de dire bon bah si je sors et que je meurs là, on fait comment? Donc voilà, c'est des conversations qui peuvent être par exemple, si je me dispute avec quelqu'un, j'essaye toujours de pas sortir fâchée, quoi. Parce qu'on sait pas, je peux me faire écraser en sortant demain. Donc c'est des questions que j'ai à l'esprit, non pas pour me déprimer, mais au contraire pour essayer de me dire est-ce que je suis contente ou j'essaye de faire mieux. Voilà. Donc s'affirmer face aux autres, pour moi, c'est une phrase qui n'existe pas, qui est complètement fausse. Parce que, en fait, c'est s'affirmer face à soi-même. Parce que si on s'affirme pour que les autres fassent quelque chose pour nous, pour moi, ça marche pas. On doit s'affirmer parce que, pour moi, c'est juste pas possible. Si quand je dis cet aliment, je ne veux pas le manger, parce que pour moi, c'est pas possible, je sais que ça va me rendre malade et j'ai pas envie de me faire du mal. Et puis, si on veut être choquant, mais il faut le dire en mode cool, il faut jamais le dire en mode agressif, on pourrait dire, si quelqu'un vous dit, mais fais-le pour me faire plaisir, vous pourriez dire, est-ce que ça te fait plaisir que demain je sois malade et que je rentre chez moi et que je vomisse? Est-ce que ça te fait plaisir? En vrai, c'est ça la question. Et souvent, on oublie que la vraie question, c'est ça. Par exemple, quelqu'un qui vous dit, allez, viens, on va au cinéma. Pourquoi pas? Et puis, vous n'avez pas envie. Vous dites, ben non, j'ai pas envie. Et là, la personne, oh, bah, tu pourrais me faire plaisir quand même. Ben moi, de plus en plus, ça m'arrive de poser cette question. Ok, est-ce que ça te fait plaisir que je vienne en n'ayant pas envie d'être là et que ça soit un moment désagréable pour moi? Est-ce que c'est ça qui te fait plaisir? Si la personne vous dit oui, bon bah je viens et je vais m'ennuyer et voilà, pourquoi pas? Étrange relation. Écoute, je sais pas, mais au moins si la personne elle a l'honnêteté de dire non, moi c'est juste par égoïsme, je veux que tu sois là en mode plante verte, mais je veux que tu sois là. Voilà, au moins la relation est plus claire. Après vous faites ce que vous voulez. Et quand je dis ça, les gens sont choqués, évidemment qu'ils sont choqués par cette phrase-là, mais moi je le dis pas d'une manière agressive, je le dis comme une information.
parce que à la limite, moi je sais que je vais pas y aller puisque j'ai pas envie. Mais en disant cette information-là, les personnes sont extrêmement choquées, peuvent mal le prendre. Hein. Si vous le dites en étant agressif quand vous dites une phrase de ce style-là, ça va jamais passer, on est d'accord. Mais c'est juste un questionnement. Est-ce que tu peux réfléchir à ce que tu viens de me dire ? Tu viens de me dire de me forcer à faire quelque chose qui ne me convient pas, qui pourrait me rendre mal, voire malade, pour te faire plaisir. Est-ce que c'est logique ? Qui vous dira oui ? Franchement, à mon avis, très peu de monde. Hein. Enfin, j'espère. Ouais, t'as tout à fait raison sur ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'oublient, en fait. Qui s'oublient en voulant faire plaisir à celui qui fait la demande, mais en fait en ne s'écoutant pas soi-même. Mmh. Et ce qui fait qu'au final, c'est contre-productif aussi, parce que le moment, le bonheur qu'il pourrait y avoir dans le partage, il est pas du tout apprécié, quoi. Et c'est finalement, on ressort de là, on dit bon, j'ai fait le truc pour lui faire plaisir, mais toi, tu rentres chez toi et puis t'es dans un état où finalement, tu t'es trahi un peu toi-même, en fait. Oui. Et il y a ça aussi, vouloir faire plaisir à l'autre et ne pas savoir si ça nous fait plaisir à nous et ensuite reprocher à l'autre qu'on lui a fait plaisir. Parce que, par exemple, on peut cuisiner... on va parler nourriture. Attention, bienvenue sur le podcast alimentaire. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, avec moi, c'est souvent des exemples sur la nourriture. Donc, on cuisine à quelqu'un un plat... j'ai un exemple. Il m'est arrivé... dans une de mes anciennes relations, un jour, il y avait du tarama, des petits toasts, et puis j'ai vu la personne avec qui j'étais manger le tarama. Moi, je croyais que c'était apprécié. Et donc, on a été pendant de nombreuses années ensemble, et pendant de nombreuses années, je lui ai acheté du tarama qu'il a toujours mangé. Et un jour, on va chez quelqu'un d'autre, et là, il y a les petits buffets, le tarama, et il dit « Non, j'aime pas ça ». Alors là, je vous raconte pas le choc. Je dis pardon. Et il me dit mais non, c'est tellement mignon, ça te fait tellement plaisir que je sais pas comment faire pour. Et moi, j'étais très mal parce que ça faisait X années que quelque part il se forçait à manger du tarama pour me faire plaisir. En vrai, je m'en fiche. Moi, ce que je voulais, c'était juste acheter un petit truc qu'il aime bien. Eh bien, d'accord, quoi. C'était raté. Et vous voyez, dans l'idée de faire plaisir à quelqu'un. En vrai, à quel moment ça me fait plaisir que quelqu'un se force pour moi ? Jamais. Mais ce qui me faisait plaisir, c'était de faire plaisir à l'autre. Vous voyez, à un moment donné, la vraie question, ce qu'il faut se poser, c'est quelle est ma demande ? Est-ce que je demande à l'autre de se forcer et de se mettre mal pour moi ? Et souvent, quand on s'affirme et qu'on n'a pas eu l'habitude de le faire, on le fait mal. Donc, au début, ça va un peu grincer et c'est normal. Et ensuite, on arrive à le faire un peu mieux. Mais déjà, si vous le faites pour vous et pas pour l'autre, ça change tout. Parce que vous attendez pas que l'autre vous donne l'autorisation. Il y a aussi le fait que, oui, mais pendant X années, t'as dit oui et là, tu dis non maintenant. Oui. Et il y a tout ce processus du fait de prendre sa place correctement, en adéquation avec qui on est vraiment, d'être le plus authentique envers nous-mêmes, en fait, parce que c'est ça la base. Et c'est le regard des autres et le retour des autres qui dit « Mais attends, là, elle m'a toujours dit oui à chaque fois que je lui ai demandé ça, et puis là, maintenant, elle refuse, quoi. » Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont mal à l'aise avec ça au début, de dire mais en fait si je dis non ou si je fais vraiment ce que j'ai envie de faire, peut-être que l'entourage va mal le prendre, peut-être que je vais être mal perçue, peut-être. Alors qu'en fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que si on s'assume et si on est le plus vrai avec nous-mêmes, finalement notre entourage il va s'adapter. Et puis ceux qui voudront pas s'adapter, c'est qu'ils ont pas grand-chose à faire là, quoi. Il va s'adapter à partir du moment où on leur met aucune pression d'attente. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper difficile à saisir. Par exemple, moi, je vis avec des gens qui sont quand même assez sensibles. Et notamment, je pense à 2 personnes. À chaque fois que j'ai l'esprit qui va vite. Et donc, quand je pose une question, je crois que un quart de seconde après, on devrait déjà avoir réfléchi, répondu.
Donc parfois c'est difficile quand je suis avec des personnes pour lesquelles il faut, au lieu d'un quart de seconde, il faut peut-être 1 seconde ou 2. Pour moi, ça me paraît 15 minutes. Donc bon, bah voilà, j'essaye de calmer et en même temps j'essaye de comprendre. Et ce qui fait que je pose une question, par exemple, tiens, ça te dit de faire une sortie. Et là, on a un silence, pour moi interminable, mais ça se trouve, ça fait qu'1 seconde. Hein. Ça, je pourrais pas vous dire, parce que j'ai pas la bonne perception du temps dans ce cas-là. Et ce que je fais, c'est que... et puis j'attends la réponse. Et la réponse, au lieu d'1 seconde, bah, elle va mettre encore plus de temps. Et je me suis amusée intérieurement à poser la question et à dire, bon, de toute façon, je m'en fous qu'on me réponde ou pas. Et du coup, et je continue mon truc et j'oublie même que j'ai posé la question. Et la réponse, elle arrive en hyper rapide. Genre... vraiment très rapide. Parce que énergétiquement, plutôt que de balancer une patate chaude qui dit tu me réponds, tu me réponds, tu me réponds, tu me réponds, parce que c'est ça que je fais sans faire exprès, évidemment, c'est énergétique. Ben, vous imaginez, vous savez quand il y a par exemple des enfants qui sont là et qui vous disent s'il te plaît, qui vous tire sur un bout de vêtement là, qui dit on n'a pas envie de répondre tout de suite, c'est bon, lâche-moi, laisse-moi 1 minute pour réfléchir, quoi. Et ben là, c'est la même chose C'est au niveau harcelant. énergétique. Voilà, on envoie une pression sans le vouloir, bien sûr. Parce qu'on peut dire, mais n'importe quoi, moi, j'ai juste posé une question. Bah oui, mais t'attends la réponse. Alors, vous prenez pas la tête, n'allez pas vous dire, oh là là, faut que j'arrête d'attendre et tout. Tout ça, je vous explique par rapport à moi, parce que dans ma manière de parler et dans mon esprit, comme ça va vite, du coup, ben, j'ai tendance à mettre une attente. C'est peut-être pas votre cas, donc ça va très bien. Mais en tout cas, d'une manière plus large, quand on est dans des relations très proches et très complexes, comme la famille, eh bien, on va avoir une attente. Et cette attente, elle va embrouiller. Donc, quand on commence à s'affirmer, qu'est-ce qui va se passer ? En nous, on se dit, bon, bah maintenant, ras-le-bol, j'en ai marre, je m'affirme et ils ont intérêt d'écouter. Voilà. Et on le fait en attendant qu'il y ait un résultat. Donc, on est encore dans un truc. On le fait pas juste pour nous respecter nous-mêmes. On le fait pour que l'autre nous donne l'autorisation de le faire. Et c'est complètement antinomique. Donc, dans la protection, dans cette formation aussi, ben, on apprend à comprendre tout ça, à avoir des outils, que ce soit des outils développement personnel et aussi des outils pour le monde spirituel, mais c'est pas, il n'y a pas une prière à réciter pour être protégé. Ben non, parce que si tu sais pas poser tes limites, ça sert à rien. Voilà, après... Bon, j'allais donner des exemples parce qu'il y en a plein, mais en tout cas, je pense que j'ai bien expliqué la complication de s'affirmer face à la famille. Et puis, j'en ai parlé un petit peu, il y a la loyauté familiale, c'est-à-dire que si depuis tout petit, on vous dit « Ah oui, mais toi, t'es plus lent que les autres. Ah oui, mais toi, t'es toujours le dernier de la classe. Ah bah oui, mais tu réussiras. Ah, t'es plus manuel qu'intellectuel. » Ou je sais pas, des petits trucs qui sont même pas vraiment méchants. En vrai, on pourrait croire que c'est méchant, bien sûr, mais quand c'est dit, ça peut même être affectif pour dire « Ah, bah oui, mais toi, tu préfères le manuel. » Ça peut être abaissant de se dire « Bon, bah alors, je peux rien faire d'autre. » Et alors que c'est peut-être juste pour souligner une qualité. Mais en tant qu'enfant, on va intégrer du truc, ben toi, t'es que manuel. Et on va s'interdire de faire des choses. Ou toi, de toute façon, tu rates tout. Donc ça, c'est moins bienveillant. Et parfois, il n'y a même pas besoin de la répétition. Hein. Parfois, on nous dit une chose une fois, Oui. et ça nous impacte tellement que c'est complètement imprégné dans notre subconscient, comme un espèce de micro-traumatisme, quoi. Et on se colle en plus, voilà, cette petite étiquette en plus qui vient de nulle part, parce que des fois la phrase elle a été même lâchée comme ça de façon complètement futile, oui. Sauf que pour nous ça a eu un impact énorme. Complètement. Et je suis sûre qu'il y en a plein, si on revient après, des années après, sur la conversation en disant « Ouais, mais tu m'avais dit ça et tout ». Les gens s'en souviennent même plus. Mais bien sûr. Mais nous par contre, ça a eu, dans notre développement, après, dans notre construction de futures personnes adultes, ça a eu un impact hyper important, quoi. Complètement. Et c'est pour ça que c'est important aussi. Et pour moi, c'est dans les... Alors là, je vais parler des travers de la psychologie aussi, parce qu'il y a des trucs qui me choquent un peu. C'est-à-dire que c'est génial de comprendre d'où viennent nos problématiques. C'est vraiment super d'aller chercher la source. Mais ensuite, on existe.
Et ça fait partie aussi de l'affirmation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas juste continuer à dire « bah oui, mais c'est parce que ma mère, elle m'a dit ça à une époque, ou mon père, il m'a fait ça, ou il m'a dit ça à une autre époque. » Oui, c'est vrai, ça c'est la source, c'est ce qui a créé la problématique. Mais toi, tu choisis quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Et ça, c'est super important à un moment donné de pas rester juste bloqué à oui, mais machin m'a dit ça à telle époque, donc c'est pour ça que je réagis comme ça maintenant et tout. Ok, c'est super de savoir ça, mais est-ce que cette manière de réagir te correspond? Est-ce que ça correspond à qui tu es? Est-ce que ça correspond à ce que tu as envie de faire? Si oui, continue, c'est génial. Et sinon, fais autre chose. Et fais autre chose, ça veut pas dire c'est facile, évidemment, je suis pas en train de rabaisser, mais au moins on avance, on n'est pas juste collé. Moi, je travaille aussi sur la réincarnation et les autres vies, les vies antérieures, les vies parallèles. Et il y a des gens qui disent oui, mais bon, si je fais ça, c'est à cause de mon ancienne vie. Ben non, tu peux décider de faire autrement. On n'est pas en train de subir en permanence. Donc ça, c'est une limite qu'il faut franchir dans le travail sur soi. C'est on fait un état des lieux et c'est génial. On peut résoudre les liens que l'on a et comprendre pourquoi on a nos loyautés familiales et ça, c'est parfait. Et ensuite, on peut aussi décider de faire autre chose ou décider qu'en tout cas, quand on peut pas, on a vu qu'on peut pas, on se dit « oh là là, je suis encore dans la loyauté, j'arrive pas à faire autrement. » C'est pas grave, j'arrête de me prendre la tête, j'y arrive pas, c'est tout. Mais d'être plus au clair avec soi-même, c'est hyper aidant. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit là, sur toute la partie psycho, qui est très important parce que les gens se traînent des boulets consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, ils restent focus sur certaines choses alors qu'ils prennent pas le temps finalement d'exister pour eux-mêmes, quoi. Et c'est très important de savoir qu'il y a ce choix à faire. Tout à fait. Voilà, qu'il y a un choix conscient de dire « là, je tourne cette page ». Oui. Voilà, j'écris ma propre histoire à moi. Oui. Je suis qui je suis, sans être... alors, bien sûr, comme tu dis, il y a des héritages qui sont là, qu'on ne peut pas forcément nier, mais c'est décider de dire « ok, moi je suis là, je me suis incarnée là, mais par contre, j'existe pour mes expériences à moi. Je vais composer avec des petites choses qui peuvent m'impacter, qui m'ont été léguées, mais c'est un choix complètement conscient d'aller vers ce vers quoi on a envie d'aller, en fait. Exactement. Et qui on a envie d'être. C'est important, mais pour ça, la plupart des personnes que j'ai pu avoir en thérapie ou même dans mes clients, quand on renvoie cette question-là, c'est oui, mais qu'est-ce que j'aime? Qui suis-je? C'est parfois compliqué. Qui je suis. Comprends. Et ça rejoint ta question sur les enfants. Oui, bien sûr que c'est important d'aider les enfants, mais ce qui est encore plus important parfois, c'est d'aider les parents. Moi, je n'accompagne pas les enfants, mais j'accompagne les parents. C'est-à-dire quand il y a un parent qui me dit « mais moi, j'ai besoin de conseils pour, de recevoir des messages pour mes enfants, etc. Donc, est-ce que vous pouvez prendre mon enfant parce qu'il a telle problématique ?» Donc, moi, c'est pas quelque chose que je fais et que je souhaite faire, mais par contre, je leur propose qu'on fasse quelque chose ensemble. Et parfois, ça résout la problématique de l'enfant, de pouvoir le faire avec le parent. Donc, c'est important aussi bien sûr, il faut s'occuper de l'éducation des enfants. J'ai pas dit le contraire, attention, hein. Mais parfois, c'est pas seulement de dire je vais aller résoudre. On est encore dans la même chose. Je vais aller résoudre chez l'autre pour que le problème soit résolu. Non, tu fais partie de l'histoire. Voilà, c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui portes tout sur tes épaules, mais tu fais partie de l'histoire. Et qu'est-ce que tu peux faire pour toi? Je suis complètement d'accord avec toi, d'autant plus que ça fait écho à mon histoire personnelle, où déjà, on va remonter la génération de ma mère, de ma grand-mère, il y avait un gros souci de positionnement, de légitimité dans la famille. Et en fait, j'avais une relation très très compliquée avec mon fils, mon aîné qui a 13 ans maintenant, qui lui a toujours eu un souci de positionnement, de savoir c'est un enfant, mais il reste avec les adultes, mais qui il est, mais alors il a un trouble de la concentration en plus, donc en fait il y avait beaucoup de choses, et puis il était étiqueté, ça aussi il est étiqueté TDAH, machin, enfin bref, et en fait tout ça c'était très compliqué, mais c'était très compliqué parce que moi-même déjà, en tant que moi, en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman, il y a un moment donné, moi j'étais perdue, et puis j'avais récupéré les casseroles du dessus, on va dire ça,
qui avait jamais été réglé, hein, parce que c'est le premier qui commence à bosser sur soi qui règle aussi pour les autres qui ont jamais fait le boulot avant. Mais du coup, j'ai eu l'occasion. Alors moi, je savais pas forcément vers qui me tourner au début, et puis on m'a conseillé d'aller voir une personne qui était kinésiologue et qui m'a justement dit elle est très très bien, formidable, et qui m'a dit mais pour qui vous consultez? Et moi j'y étais, j'ai dit pour mon fils, parce que je peux pas le laisser dans l'errance comme ça, il est en souffrance. Et il faut que je l'aide là à 13 ans, plus c'est l'adolescence, c'est une période compliquée. Mais je me suis dit, il est mal dans sa peau depuis tout petit, ça peut plus durer, quoi. Faut qu'on trouve une solution, faut qu'on y arrive par d'autres biais, quoi, par d'autres moyens. Et elle m'a dit, mais et vous? Et sur le coup, je dis moi oui, quoi? bah oui. Bah alors non, pas forcément moi quoi, Non, parce que je savais, si tu veux, qu'il y avait des choses j'étais pas au clair, pareil, avec une espèce de légitimité, d'autoriser à faire des choses, d'autoriser à me positionner professionnellement, de m'autoriser tout un tas de trucs en fait. Et par rapport au regard des autres, par rapport au regard que j'avais sur moi-même. Et du coup, elle me dit, mais est-ce qu'on ferait pas une séance ensemble en fait? Je lui dis, bah si vous voulez. Elle me dit, mais en fait, ce que vous allez régler là, bah vous le réglez pour votre fils, quoi. Elle dit, ce que vous faites pour vous, en fait, vous l'aidez complètement. Exactement. Comme de l'eau qui ruisselle, en fait, par vase communicant, en fait, c'est hyper important de travailler sur soi. Et, alors, en premier lieu pour moi, hein, pour que je sois pleinement moi, mais aussi, voilà, et ça a débloqué un tas de trucs complètement incroyables. Hein. Donc, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis là dans ta façon d'accompagner les parents, les adultes, et le retentissement que ça peut avoir sur les enfants, quoi. Complètement. Mais attention à ne pas partir dans l'excès inverse dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire du coup, on est impliqué, on a une responsabilité dans l'affaire, mais on n'est pas Dieu sur terre. Alors Dieu, je mets des guillemets, je parle pas vraiment Dieu, religion, je sais même pas, pour moi je crois pas spécialement en Dieu, mais c'est l'expression qu'on utilise. On n'est pas la personne, le super-héros de l'affaire. On va plus dire le super-héros. On n'est pas le super-héros de l'affaire, et que si ça marche pas parce qu'on a travaillé sur nous et que ça marche pas comme on veut, ça veut dire qu'on est nul, qu'on a tout loupé, mais pas du tout. Faut arrêter de se foutre cette pression-là, quoi. Exactement. C'est surtout que chacun récupère ses propres valises, en fait. Voilà. Je crois. Hein? C'est que chacun est responsable de ses bagages. Tu vois? Ouais. On part, on prend tous le même train et tout, on voyage ensemble, c'est super cool. Mais par contre, chacun gère son sac à main, son sac à dos et sa valise, quoi. On prend pas le poids des autres, et voilà. Et chacun doit être bien à sa place, quoi. Parce que si c'est tout ça, c'est d'une finesse hallucinante. Parce que si on fait quelque chose, on dit oui, mais j'ai bougé, et l'autre il a pas bougé, en fait tu l'as fait pour qui? Tu l'as fait pour toi ou tu l'as fait pour l'autre? Alors ils vont dire, non, je l'ai fait pour moi. Ok, alors pourquoi t'attends que l'autre change? L'autre, il a le droit d'être comme il est. J'ai une de mes cousines qui, pour ça, elle est fantastique, et c'est un gros exemple pour moi. À chaque fois que je sais pas comment agir dans ma vie, je me dis comment elle ferait elle. Par exemple, il y a quelque chose qui a été très enseignant. Son mari, il aime bien cuisiner, mais par contre, il en fout partout. Il range rien. Et elle, sa maison, c'est toujours... il y en a même qui l'appellent Brie Van de Kamp, tu vois. C'est toujours nickel, il y a toujours un petit gâteau dans le four. Enfin, c'est un truc de fou. Et pourtant, elle bosse et elle a des enfants. Et tu vois, c'est le cliché où les filles, elles sont toujours super bien apprêtées, à l'heure à l'école. Enfin, tu vois, je sais pas, il y a un sketch de Florence Foresti qui parle de ça. C'est la fameuse maman, un peu maman parfaite, quoi. C'est elle. Et donc, elle l'a trouvée. c'est elle. Moi, je la connais. Et donc, elle aime bien que sa maison soit toujours nickel. Voilà. Mais nickel, elle se prend pas la tête, hein. Tu la vois pas en mode, c'est quelqu'un d'assez, pardon pour le bruit, c'est quelqu'un qui se prend pas vraiment la tête, mais bon, quand son mari fait à manger, il y en a partout. Et donc, et je lui dis, mais comment, au bout d'un moment, il peut pas apprendre à ranger. Elle me dit, pourquoi il ferait ça? Ça l'a choqué, ma question. Elle me dit, pourquoi il ferait ça? Et elle dit, il aime bien faire à manger, ça lui fait plaisir, et il n'aime pas ranger. Et il le fera pas de toute façon. C'est pas la peine que... À quoi ça sert de me disputer avec lui? Pour lui, la cuisine pas rangée, ça lui convient. Elle dit, par contre, moi, ça me convient pas. Je le range. Et ça la dérange pas de le faire, parce qu'elle le fait pas à la place de l'autre. Elle le fait
pour elle, parce que ça lui fait plaisir à elle, et pas parce que c'est une contrainte ou parce qu'elle veut forcer l'autre à le faire ou je sais pas quoi. Et moi, ça m'a aidé dans mon couple, par exemple, à plusieurs reprises, de me dire, bon, bah là, il y a un truc qui me plaît pas, ça m'énerve, je veux que l'autre change. Ok, mais pourquoi tu veux que l'autre change? Est-ce que c'est parce que toi, tu veux que ça soit autre chose? Bah, pourquoi tu le fais pas? Ouais, mais l'autre, quand même, pourrait le faire, non, non, non. Bah, pourquoi? Si l'autre personne, ça lui convient, c'est quoi le problème? Et à un moment donné, c'est aussi ça, d'accepter que, ok, par exemple, tu dis à... Moi, c'est ma grand-mère qui faisait beaucoup, allez, ma fille, tu manges, enfin, ah bon, t'aimes pas ce que j'ai fait? Tu vois, la culpabilité, le truc génial. Et mais trop gentil, hein, c'est pas le problème, c'est juste voilà la manière de faire. Et puis et puis d'oser le dire et de dire oh bah c'est gentil de me proposer. Ma cousine elle est excellente pour faire des trucs comme ça. Elle dit ah bah c'est gentil mais non merci, tu vois. Et il y a pas moyen et tu sens que c'est pas contre toi et il y a pas moyen et tu peux lui reproposer une autre fois, ça va pas la vexer. Oh mais quand même tu veux pas en prendre, ça me ferait plaisir. Ah ben c'est gentil de me proposer, mais non merci. Elle, c'est un bon, comment dire, un bon pas exemple, enfin en tout cas une personne peut être très inspirante là-dessus, parce que ça ne la touche pas, parce que c'est pour elle, c'est pas possible. Donc elle peut comprendre que toi tu as envie d'insister parce que pour toi c'est important d'insister et elle va pas se vexer que tu aies insisté parce que pour elle ben c'est non. Voilà, c'est simple. Donc c'est vraiment il faut réussir à se regarder en face et c'est très dur, honnêtement, c'est très difficile. Moi des fois je me prends la main dans le sac à justement faire un truc pour que l'autre bouge et je me dis oh mais c'est pas possible quand même, c'est pas comme si j'étais pas au fait du truc, tu vois. Et des fois, je me prends la main dans le sac. Je me dis, mais tu fais quoi là? T'attends que l'autre y fasse pour toi? Ben non, tu peux le faire, quoi. Oui, c'est ça, c'est que c'est un job de tous les jours, en fait. C'est pas quelque chose qui vient comme ça. Il faut à chaque fois se reprendre, arriver à recadrer les choses, quoi. Parce que oui, on va se laisser surprendre par le fait d'être de l'impulsivité, des fois, même sur le coup. Et puis oui, de se dire, bien sûr. Attends, quand même, je me raisonne un peu, quoi. Sans pour autant que ça devienne une contrainte. Non, exactement. Un travail sur soi, une thérapie. C'est réussir à s'observer, ouais. En fait. Exactement. Et la formation... Réussir à prendre le recul. Tout ça, c'est hyper important de le faire parce que ça nous fait plaisir et pas parce que c'est une contrainte. Alors évidemment, ça nous fera pas plaisir tout le temps d'aller se regarder en face. Il y a des fois où on se dit ah ouais d'accord, ça c'est moi. Bon, je ne savais pas. Donc il y a des fois où c'est pas confort, mais on a un élan, on a envie de le faire. Donc parfois, il faut se bouger un petit peu, d'accord. Mais il faut pas le faire avec l'obsession de la perfection parce que c'est antinomique. On va faire l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc là, on a parlé beaucoup de limites, on a parlé beaucoup de positionnement, d'arriver à être plus authentique avec soi-même, d'être conscient en tout cas de qui on est, de ce qu'on veut et de ce qu'on veut mettre en place pour prendre sa place pleinement sans être trop agressif non plus avec les autres, surtout. Mais arriver à être juste avec nos envies, en fait, s'écouter. Et donc, il y a un autre petit volet dans la protection, et là qui est plus spirituel, on va dire, plus énergétique. Et même, tu en as parlé un tout petit peu d'énergie tout à l'heure, parce que quand je dis ça, j'envoie telle énergie. Parce que c'est vrai que tout ce qui nous compose, tout ce qui est fait dans notre monde, c'est de l'énergie qui circule. Et donc, au niveau de la protection... chaque individu en fait est en capacité aussi de se protéger énergétiquement. Ça dépend pas du niveau d'ouverture spirituelle. Oui. On est tous capables de mettre en place des choses pour se protéger énergétiquement. Pour une protection de base. Après, si on rentre dans la partie spirituelle, il y a aussi les lieux dans lesquels on peut aller. Alors, dans la partie spirituelle, on va avoir
l'hypersensibilité, c'est-à-dire qu'on peut ressentir, il y a l'empathie aussi, on peut ressentir ce que l'autre ressent comme si c'était nous-mêmes, et quand on ne sait pas se positionner, on va pas comprendre que ça nous appartient ou que ça nous appartient pas. Je vous donne une astuce. Vous arrivez à une fiesta, vous avez envie d'y aller, c'est cool et tout, vous rentrez dedans, 10 minutes après, vous êtes en colère ou déprimé. Bizarre. Vous venez, vous étiez de bonne humeur. Vous arrivez dans l'espace de cette fête et ça va pas. Mon conseil, très pratico-pratique, vous repartez de la pièce ou vous allez aux toilettes, parce que les toilettes, vous verrez, j'en parle tout le temps aussi. Alors évidemment, c'est mieux que ce soit des toilettes bien parfumées et agréables, d'accord. Mais c'est une pièce dans laquelle, normalement, on n'est pas dérangé. Donc, en tout cas, c'est de trouver à sortir du lieu dans lequel on est et on attend quelques minutes. Et on voit si ça change quelque chose. Si ça change quelque chose, ça veut dire que c'était pas en vous, mais c'est dans l'espace. Alors, c'est peut-être une personne, quelqu'un qui va pas bien dans le lot, qui est en train de s'amuser, mais peut-être qui est super déprimé puis que ça se voit pas. On voit pas toujours que les gens vont bien ou mal. Et ou peut-être que c'est la pièce en particulier, le lieu. Alors quand je parle du lieu, ça peut être le terrain, ça peut être les murs, ça peut être des objets, ça peut être des défunts qui se trouvent dans l'espace. Donc ça dépend du niveau de degré de sensibilité. Donc il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut apprendre à se protéger dans tout ce que je viens de citer. Par contre, si on se trouve dans un lieu qui est extrêmement habité par des entités vraiment lourdes et malveillantes, c'est pas la formation protection qui va vous aider à tout faire. Bien sûr que non, il y a des lieux, même en étant bien protégé, on sera bien moins impacté que d'autres par les effets, mais c'est pas ça qui va nettoyer votre maison, par exemple. De toute façon, on parle de protection, on parle pas de nettoyage, par exemple. Donc là, si besoin, mais c'est pas 100%, c'est parfois ça peut arriver. Bien là, c'est mieux de faire appel à des personnes qui font de la purification de lieux. Ça c'est un conseil. En tout cas, là pour une soirée, pour un moment, c'est pas grave. Après, il faudra effectivement bien se repositionner, se nettoyer. Il y aura d'autres choses à faire. Mais la protection, elle va déjà répondre à tout ça, en fait. Et c'est beaucoup tout ça, parce que quand on est en interaction avec les autres, on prend l'énervement de l'autre sans le vouloir. Est-ce que vous faites partie des personnes qui, quand il y a une histoire, vous êtes impacté par la manière dont on vous la raconte ? Par exemple, si je vous dis « Ouais, j'étais dans les embouteillages et voilà, il y a quelqu'un qui m'a klaxonné, puis qui m'a fait une queue de poisson, puis on a failli avoir un accident. » Vous voyez, là, à un moment donné, je suis énervée. Mais est-ce que je suis énervée après vous ? Non. Mais je suis énervée parce que je raconte mon histoire. Il y a des personnes qui, dans leur hypersensibilité, ne vont pas supporter parce qu'ils vont avoir l'impression qu'ils se prennent l'agressivité de l'autre. Parce que la personne qui est en train de parler, elle est agressive, mais elle est agressive par rapport à la personne avec laquelle elle a eu cet événement. Mais elle n'est pas agressive par rapport à vous. Et parfois, pour des personnes qui ont de l'hypersensibilité, c'est hyper difficile à discerner. Donc, apprendre à se protéger, ça va vous apprendre justement à faire la différence entre ce qui m'appartient et ce qui m'appartient pas. Ça, c'est les émotions des autres, c'est l'énergie de l'autre, c'est pas la mienne. Et aussi, effectivement, quand on va aller dans un lieu, si vous allez visiter un château hanté et que vous êtes sensible, c'est pas tout le monde qui est sensible. Moi, je peux aller un peu n'importe où dans des lieux vraiment au secours, et je peux même dormir au milieu d'un truc atroce où mes collègues ne pourront pas dormir dedans. Moi, il n'y a pas de souci. Ça m'impacte pas du tout. Il y a des gens, et c'est pas parce que je suis médium et que j'ai travaillé ma protection, ça m'impacte pas. Et la protection aide énormément quand même là-dessus. Et puis il y en a d'autres qui vont être très sensibles à ça. Moi, dans ma vie, il y a des choses qui intellectuellement ne sont pas envisageables. C'est pas envisageable que quelqu'un, je sais pas, vienne et me, je sais pas, on est dans la rue, vienne et me secoue ou vienne me crier dessus. Ou c'est pas envisageable. Je peux pas envisager que ça existe dans ma vie. C'est pas que je sais pas que c'est pas possible. C'est juste que pour moi, c'est pas des trucs, c'est pas possible. C'est des trucs qui m'arrivent pas. Puis si ça m'arrivait,
enfin j'en sais rien, je peux même pas vous dire, ça s'est pas produit. Donc là, il y a vraiment le positionnement et la protection qui vont être utiles. Et puis, ça peut être... Moi, ma protection, elle m'est très utile, par exemple, quand on anime des stages pour apprendre à purifier les lieux. À un moment donné, on a fait un stage dans un manoir du XVIIe siècle, qui était bien, bien habité. Et pour ce stage-là, ce qu'on fait plus aujourd'hui, eh bien, tous les stagiaires et nous, bien sûr, on dormait dans le lieu à purifier. Donc, il y en a qui n'ont pas passé des très bonnes nuits. Alors moi, je peux dormir, mais tranquille, parce que la protection fait que je sens pas l'impact de ces êtres-là. Donc, ça va vous aider aussi au niveau énergétique. Donc, il n'y a pas besoin d'être dans une maison hantée. Ça peut être simplement quelqu'un qui rentre dans la pièce, qui est énervé parce qu'il a passé une mauvaise journée. Eh bien, il a le droit d'être énervé, c'est pas le problème, mais vous n'êtes pas obligé de subir cet impact-là. Donc, c'est une manière de mieux repositionner les choses énergétiquement, en fait, pour que l'énergie de l'autre reste à l'autre. Et ce que je dis dans la formation protection, c'est aussi pour dire, vous recevez une information, mais vous ne recevez pas l'impact de l'information. Donc ça, c'est important aussi à apprendre comment faire la différence entre tout ça. Oui, parce que c'est pas toujours évident d'arriver à discerner ce qui est notre propre ressenti, comme tu le disais tout à l'heure, et ce qui nous est apporté, qui ne nous appartient pas du tout. Parfois, on fait un amalgame, et du coup, mais c'est là qu'on se rend compte qu'on se sent pas bien. On est un petit peu, on n'arrive pas à reconnaître en tout cas qui on est, ce qu'on a ressenti, comment, est-ce que c'est moi qui me suis mal exprimée, est-ce que c'est mon émotion à moi là, et puis on est complètement chamboulé. Donc c'est là que la protection, elle a une importance aussi énergétique, parce que voilà, tu le disais, c'est pas forcément les fantômes, c'est pas forcément les entités, c'est pas forcément l'énergie, elle est partout, elle est dans toutes les interactions qu'on peut avoir au quotidien en fait. Et c'est ça qui est je trouve très intéressant dans la formation que tu fais, c'est qu'en fait c'est pratico-pratique au quotidien. C'est des choses à mettre en place en fait vraiment dans la vie de tous les jours. Oui, et vous saurez pas vraiment à quel moment ça a switché. Parce que c'est que des petites choses, c'est des petites gouttes qu'on va rajouter. Et à un moment donné, vous allez voir qu'il y a des choses que vous ne pourrez plus accepter. Ce sera plus possible. Et vous saurez même pas pourquoi c'est plus possible. Mais c'est juste que, à force de faire des prises de conscience, il y a quelque chose en vous qui va se repositionner. Et ça va pas se faire tout seul. C'est vrai que j'aimerais bien dire que ça va se faire tout seul, parce qu'il y a un côté qui se fait sans qu'on en ait vraiment conscience. Mais c'est parce que vous aurez mis des choses en place et que vous aurez fait des trucs. Attention. Oui, c'est ça. C'est que c'est un job. C'est comme le coaching, c'est comme les accompagnements thérapeutiques. Si le job il est pas fait par la personne elle-même, pas grand chose qui va bouger. On ouvre une boîte à outils, on met à disposition sur la table. Mais si c'est pas utilisé, si c'est pas mis en pratique, il n'y a pas beaucoup de changements en fait. Oui, il y a ça, je suis d'accord avec toi, mais il n'y a pas que ça. Il y a les informations, on acquiert des connaissances et des informations. Comme là dans le podcast, il y a une information hyper importante que je vous ai répétée à plusieurs reprises, c'est si tu le fais pour que l'autre change, ça va pas fonctionner. Et peut-être que ça, vous en aviez pas conscience. Ou alors vous vous disiez, ah bah non, mais moi je demande jamais à l'autre de changer. Bien sûr que vous le demandez pas, c'est pas la question, mais vous attendez qu'il change. Et vous le faites pour que l'autre vous donne l'accord de changer vous-même. Et ça, rien que d'avoir fait cette prise de conscience, ça va vous faire réfléchir. Ça va pas forcément vous faire agir d'un coup, mais petit à petit, ça va changer des choses. Donc c'est comme si on plantait des petites graines aussi. Donc évidemment, il faut faire quelque chose, au moins écouter les informations. Mais après, il y a aussi des informations qui vont se poser à l'intérieur de nous sans qu'on ait besoin de faire une action concrète et de dire tiens, j'ai fait cet exercice et c'est cet exercice qui m'a changé. Eh ben non, c'est pas non plus un tour de magie de dire je vais réciter une formule magique. Cette formation n'est pas une formule magique, et même, je veux dire, au-delà de cette formation, on ne veut pas parler que de la formation, c'est dans la vie, moi je cherche pas une formule magique, c'est simplement des choses qui sont posées comme ça, des petites graines qui se posent et qui vont faire une transformation progressive, et pas donne-moi la formule magique. Parce que encore une fois, quand on va voir un thérapeute et qu'on lui dit dis-moi ce que je dois faire, ou donne-moi la formule magique, ou quel outil je dois faire et j'agirai,
C'est fou comme on est motivé pour appliquer quelque chose que les autres vont nous dire, alors qu'en fait, si on se tournait pour savoir ce qu'on a envie, eh bien ça changerait complètement tout. Et souvent, dans les demandes qui sont faites, que ça soit dans la thérapie ou dans les consultations, même quand je parle avec d'autres professionnels, ça arrive quand même assez régulièrement qu'on vienne nous dire « Ben moi, je viens... donnez-moi une solution ». Enfin, évidemment, on me le dit pas mot à mot comme ça, hein, mais je viens... quelle est la méthode que je dois faire ? Et je suis motivée, je vais le faire. Et c'est magique, la motivation que vous mettez à appliquer une méthode, et c'est magique à quel point ça marche pas. Parce que vous appliquez peut-être, ça marche pas tout le temps, parce que vous mettez beaucoup d'énergie à appliquer la méthode que l'on vous a donnée, et moi je trouve ça vraiment formidable, c'est extraordinaire l'énergie que vous dépensez pour ça, sauf que vous dépensez de l'énergie pour un truc qui vous convient peut-être pas. Et c'est ça qui est troublant en fait. Et c'est ça qui trouble aussi nos stagiaires dans les stages de développement des capacités. C'est que, pourtant on le répète, hein, et maintenant ils sont quand même bien au point, mais nous on va pas vous apprendre une méthode. Voilà. Si vous venez pour apprendre, je fais ça, ensuite je fais ça, je fais A, je fais B, je fais C, je fais D et ça marche, ne venez pas chez nous. Voilà. C'est pas que ça n'existe pas, il en existe des méthodes. Il y a plein de formations qui vous donnent un protocole. Et ça marche. Mais est-ce que ça vous correspond ? Moi, j'en sais rien. Et il y a beaucoup plus d'autonomie à trouver notre propre méthode plutôt qu'à appliquer la méthode de quelqu'un d'autre qui marchera. Oui, c'est vrai, je dis pas que ça marche pas, attention, hein, c'est vraiment pas mon sujet. Mais c'est pas adapté. C'est comme, c'est vrai qu'aujourd'hui, on porte tous pratiquement du prêt-à-porter. Maintenant, quand on fait nos vêtements nous-mêmes et qu'un jour on porte du sur-mesure, on a compris la différence. Et si on est capable de fabriquer nos vêtements, on a de l'autonomie. Si on n'est pas capable de fabriquer nos vêtements, ça veut pas dire qu'on n'est pas autonome en tout, mais ça veut dire que là, on doit subir le prêt-à-porter, ou peut-être, moi, je suis très cambrée, par exemple, et j'ai des cuisses plus grosses par rapport à ma taille, donc pour trouver un pantalon, c'est l'enfer total. C'est très compliqué dans le prêt-à-porter, parce que sur ma cambrure, ça déborde, ou alors il faut que je prenne une taille beaucoup plus grande, ça me serre les cuisses, et ma taille, elle est, j'ai largement la place à la taille, et aux cuisses, j'ai l'impression d'avoir un slim alors que c'est un pantalon large. Donc, le prêt-à-porter, c'est pas hyper adapté. J'ai pas fait de pantalon sur mesure, faudrait que je m'en fabrique un. Mais c'est pour vous dire qu'à un moment donné, dans les capacités et dans la protection, c'est bien, et dans tout, c'est bien de développer sa propre autonomie. Attention, autonomie, c'est pas autarcie. Ça veut pas dire que on vit pas avec les autres et qu'on peut pas demander conseil ou aide aux autres. Par exemple, je pourrais aller voir une couturière qui me fabrique mon pantalon. Je suis pas obligée de le faire moi-même. Autonomie, ça veut pas dire autarcie, se fermer sur soi et devoir faire tout soi-même. Donc là, c'est la même chose. Si vous apprenez une méthode, qu'est-ce que ça va faire ? Pour moi, je trouve que les méthodes, on peut dire que ça donne confiance en soi, mais je pense pas que ça donne confiance en soi. Ça donne confiance à un moment donné pour se lancer et surtout pour se coller derrière une étiquette. On va dire, j'ai fait cette formation, j'ai l'étiquette machin truc. Et j'ai appris plein de choses et j'ai évolué. Et moi, je suis psychosomatothérapeute, j'ai fait une super formation, ça m'a bien chamboulé, j'ai travaillé sur moi, c'était génial. Ok ? C'est vrai, et je peux mettre l'étiquette. Maintenant, si on reste coincé derrière l'étiquette et qu'on n'adapte pas en fonction de ce qui est important pour nous, à un moment donné, on va devenir un protocole et petit à petit, on risque de perdre confiance en soi parce qu'on va se dire, tiens, moi j'aurais peut-être fait un petit truc à gauche ou un petit truc à droite. Ah ouais, mais c'est pas dans le protocole. Mais à un moment donné, si pour toi c'est important, si tu sens que c'est important de faire comme ça, pourquoi ne pas le faire ? Attention, en respectant l'éthique, en faisant... après, il y a tout un tas de trucs à bien prendre en considération, en respectant le cadre, on ne fait pas non plus tout et n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui est adapté à moi ? Et pas se contraindre à se remettre dans un carcan. On est dans une société qui nous met dans beaucoup de cases, dans beaucoup de carcans. Ah oui, mais je peux pas dire ça au travail. Ah je peux pas m'habiller comme ça au travail. Pourquoi ? Je suis obligée de m'habiller comme ça au travail. C'est vrai, si on est hôtesse de l'air, par exemple, on a peut-être des costumes, je crois qu'il y a ou si on est pompier, on a notre habit de pompier, enfin.
D'accord, il y a des trucs, on peut pas non plus venir en robe de soirée pour être pompier, c'est peut-être pas pratique, mais en tout cas, être soi-même à chaque instant, c'est hyper important. C'est pour ça que je parlais de l'unification. Donc plus vous apprenez à vous connaître, plus vous apprenez à vous positionner, plus vous allez pouvoir développer votre propre méthode et votre propre compréhension des choses, et bien mieux ça va fonctionner. Et il y a des personnes que je peux accompagner ou que je peux avoir en séance qui disent ben oui, mais moi je voudrais savoir quelle est la méthode, et je l'applique quoi, et je suis à fond. Quel est le plan? Ouais, c'est ça. Quel est le Et je plan le à fais. suivre? J'obéis. Mm. Il est où ton libre arbitre? Mais je suis complètement d'accord avec toi parce que c'est exactement ce que je vis aussi quand j'ai des consultants. Ils viennent et puis ils attendent que je leur donne le sommaire, Oui. le sommaire de tout ce qu'il va falloir appliquer. Et en fait, je leur explique que je peux leur expliquer plusieurs pratiques différentes, mais qu'au final, on est tous différents. Donc ce qui va marcher pour un va pas forcément marcher pour l'autre, et que de toute façon, tout doit être adapté. Parce qu'il n'y a rien qui est universel. Tout à fait. Tout à fait. Même si ça peut marcher à 80%. Bien sûr. Et 80%, c'est bien. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Et puis, il peut y avoir un fond qui correspond à tout le monde, mais après, il faut faire les petits détails qui nous correspondent, en fait. Il faut se créer sa propre pratique, son propre univers à soi, quoi. Et je sais que moi, quand j'allais pas bien, j'ai quelqu'un qui m'a dit... parce qu'en fait, c'est pareil, c'était toujours cette histoire de place, de dire, mais... Moi, en fait, j'avais l'impression que je n'arrivais pas à comprendre comment le monde fonctionnait. J'étais pas faite, en fait, pour vivre dans ce monde-là, qui est trop de contraintes, ça me correspondait pas du tout. J'avais l'impression que la vie, c'était que des contraintes, en fait. C'est très compliqué à expliquer, mais que voilà, qu'il fallait être dans un moule et que ce moule, il me correspondait pas du tout, en fait. Et on m'a dit, mais tu t'épuises, en fait. Tu t'épuises parce que tu es toujours à contre-courant. Je dis, bah oui, effectivement, il y a un courant à suivre parce qu'il y a des grandes lignes, et que c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, dans la vie, voilà, dans la société, il y a telle règle, voilà, il y a des grandes choses où de toute façon, on peut pas y couper, quoi, c'est comme ça. Elle me dit, mais qu'est-ce qui t'empêche de créer ton propre courant à toi? Mais oui. Et cette phrase, elle a résonné. Je dis, mais c'est vrai, en fait, t'as le courant principal. Elle me dit, mais qu'est-ce qui t'empêche, toi, de naviguer? Elle me dit, parce que là, t'es pas bien, quoi. Tu t'épuises. Et c'est ça, tu t'épuises, en fait. Tu t'épuises à essayer de faire avec ce qu'on t'impose, mais qui te correspond pas. Elle dit, mais en fait, crée-toi ton propre courant. Oui, et pour ça... Et c'est ça, c'est s'adapter, quoi. Et pour ça, dans ce que tu dis, c'est génial, parce que créer son propre courant et aller à contre-courant, quand tu vas à contre-courant, pourquoi tu es à contre-courant? Parce que il y a... Alors, je parle pas de toi précisément, parce que j'en sais rien, mais il y a la légitimité et la reconnaissance. C'est-à-dire, est-ce que je suis légitime à faire ce que je fais? Quel va être le regard de l'autre, de la société? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Et la reconnaissance, est-ce qu'on va me reconnaître? Est-ce qu'on va me juger? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'ai les compétences? Enfin, tu vois, il y a tout un tas de questions qui viennent là parce qu'on se compare à ce qu'on imagine être la norme. Mais quand on vient gratter en discutant avec tout le monde dans la norme qui se dit moi j'aimerais bien être ailleurs, finalement on se dit attends, finalement il y en a plein des contre-courants quelque part. Alors que si à un moment donné il y a aussi ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Bien sûr. Et tout à fait. Ça, je le mettrais aussi dans la reconnaissance. Mais à un moment donné, c'est aussi de dire, voilà, moi je fais ça pour moi. Je le fais parce que... Mais je m'en fous que tu me reconnaisses. Enfin, je m'en fous, c'est pas méchant, hein. C'est pas... Je m'en fous de toi. C'est-à-dire, si tu me reconnais, c'est trop bien. Si tu me reconnais pas, c'est trop bien aussi, parce que de toute façon, je continue à faire ce que j'aime. Je vois pas la différence, en fait. Et justement, le fait d'être à contre-courant, c'est parce que il y a la référence au courant. Alors que si t'es juste toi, il n'y a plus de courant, il n'y a pas de contre, il n'y a pas de pour, il y a moi. Et c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est souvent la bonne méthode. Si tu veux, à tellement ne pas vouloir trahir les autres, on se trahit tellement soi-même qu'en fait, on est complètement malheureux dans sa propre vie, quoi. Et finalement, parce que c'est une histoire de se donner l'autorisation d'eux aussi. Se donner l'autorisation d'être qui on est. Il y a que nous qui pouvons nous la donner, cette autorisation, quoi.
Il y a ça et il y a aussi la transparence, dire ce que l'on ressent pour de vrai. Parce que si on apporte de la transparence, encore une fois, c'est l'exemple de tout à l'heure, si tu dis, si tous les jours tu vas à ton travail et que tu dis, ben là je suis malheureuse, et tu le dis, je suis malheureuse, ça me convient pas, je vois pas de sens à ce que je fais, tu rentres à la maison, tu dis je vois pas de sens, ben à un moment donné, ton entourage, il aura peut-être envie que tu ailles mieux. Et ou même le travail, de dire ben qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tu ailles mieux? Est-ce qu'on peut aménager quelque chose? Ou alors peut-être changer de travail? Est-ce qu'on peut t'aider? Voilà. Alors que si tu es là, tu fais ah salut, tout va bien, non non non, et qu'à l'intérieur ça va pas, à un moment donné, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend? On attend la cocotte minute qui pète un plomb. Et donc ça amène au burn-out et des choses comme ça, parce que on nous a pas appris à dire. Voilà. Pour moi, l'expression, c'est hyper important. C'est pas toujours facile. Par exemple, j'ai ma belle-maman qui me dit souvent, mais Sorine, faudrait que tu apprennes à pas dire tout ce que tu penses. Et je lui dis, ben pourquoi? Bon, elle est toujours étonnée par mes réactions parce qu'elle s'attend jamais. Voilà, moi, la manière dont je m'exprime, ça l'étonne. Enfin, faudrait que je lui pose la question, mais je sais qu'elle est toujours un peu troublée et surtout surprise parce qu'elle s'attend pas. Et je lui dis ben pourquoi, si je ressens ça, je le dis. Après c'est pas, enfin, je suis pas là en train de toujours tout dire ou juger, ou en plus le jugement c'est pas trop mon truc. Mais si à un moment donné ça me convient pas, je le dis. Par exemple, une fois, c'est un truc qui a pu mettre mal à l'aise les personnes concernées, mais j'avais quelqu'un qui était à l'hôpital en soins intensifs, et il y a un anesthésiste qui vient pour me parler de l'opération. Sauf que l'anesthésiste, il n'était pas présent quand il me parlait, il était préoccupé. Et moi, je pouvais pas savoir s'il était préoccupé par un problème personnel ou préoccupé par l'opération de mon proche, quoi. Et donc, je lui ai dit, excusez-moi, là, je suis pas en confiance, parce que je sens que vous êtes préoccupé. Alors, vous avez peut-être des problèmes personnels et ça me regarde pas, mais je voudrais juste savoir si vous êtes préoccupé parce que l'opération s'est pas bien passée et que vous savez pas comment me le dire, ou si vous êtes préoccupé par autre chose. Et lui, il a été choqué. D'abord, je crois qu'on lui avait jamais parlé comme ça. Et je lui ai dit gentiment, j'ai dit parce que moi, ça me fait de la peine. Je sens que vous êtes pas bien, mais je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que enfin voilà. Et il me dit mais vous me faites pas confiance? Je lui dis ben non, je peux pas faire confiance à quelqu'un qui, vous voyez, vous êtes pas sûr de vous quand vous me parlez, donc comment je peux faire confiance et savoir si ce que vous me dites est juste? Donc je lui dis, si vous avez des problèmes perso, je comprends, mais si on peut faire le tri, quoi. Et donc après il s'est mis en mode je fais le tri, et il m'a dit non mais vraiment tout s'est très bien passé pour l'opération et tout, je suis désolée que vous le preniez comme ça. Et il en a parlé à la personne qui s'est fait opérer, donc elle a dit oh là là, mais pourquoi t'as dit ça? Après il m'en a parlé, moi ça m'a mis mal à l'aise. Et j'ai dit mais non, mais c'est à un moment donné il faut que j'ai la bonne info, quoi. Donc bah non, et je le dis quand je suis pas en confiance. Donc ça, c'est des trucs où on me dit, bah pourquoi tu le dis? Ah, parce que c'est vrai. Voilà, je vous dis pas de faire comme moi. C'est juste que moi, pour moi, c'est des évidences. Ça veut pas dire qu'il faut tout le temps le dire. Mais si on était dans un monde avec plus de transparence, je vous assure que ça changerait beaucoup de choses. Parce que on est toujours en train de s'imaginer. Moi, il y a des trucs qui m'interpellent. J'ai une amie qui me disait mais toi tu juges, tu t'es pas dans le jugement. Alors je dis j'en sais rien, je dois bien y être de temps en temps. J'étais en train de chercher en quoi est-ce que je juge et tout, et je donnais un exemple d'un truc j'ai dit moi il y a des trucs qui me choquent. Par exemple, on veut se garer et on voit qu'il y a une voiture qui prend 2 places et on dit mais qu'est-ce que c'est que ce con à avoir pris les 2 places, franchement les gens c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on en sait si avant il y avait quelqu'un d'autre qui avait pris 2 places et que la personne qui est garée là, c'est juste qu'elle pouvait pas faire autrement. Et on est en train sans cesse de partir du point de vue que l'autre, là, il l'a fait exprès pour nous embêter. D'abord, il nous connaît pas. Je vois pas pourquoi il l'aurait fait exprès pour nous embêter. Et si ça se trouve, il s'est passé autre chose. Donc moi, j'ai toujours un peu la pensée on n'en sait rien. Il faut poser la question. Si tu poses pas la question, ou alors, si vraiment je veux savoir, j'attends que la personne revienne et je lui demande, est-ce que vous êtes garé là juste pour embêter tout le monde? Si oui, bon bah merci pour l'info, et sinon, bon bah merci pour l'info. Si vraiment, mais plutôt que de partir du principe que c'est fondamentalement quelqu'un qui l'a fait pour se mettre mal, donc pour moi ça c'est des choses qui m'interpellent. Et mon amie à qui j'en parlais, elle me dit
Ça me parle parce que moi, je suis toujours en train de râler après ceux qui sont mal garés. Je dis, bah oui, mais tu peux pas savoir si la personne est mal garée pour de vrai ou pas. Donc, sauf si tu l'as vu et que tu as vu quelqu'un qui est sorti de la voiture en disant ah, je m'en fous de faire chier tout le monde, désolé pour la vulgarité, mais voilà, là tu peux juger si tu veux, pourquoi pas. Mais globalement, ne partons pas du principe que les gens le font exprès ou le font pour nous faire du mal. Et quand j'ai des doutes, j'y arrive pas toujours parce que des fois, je peux être emportée par mes émotions et du coup, je vais pas aller parler à la personne sur ce moment-là parce que je sais que j'aurai pas l'esprit clair et je pourrai pas parler en mode information. Mais si j'ai un doute, je vais demander. Je vais dire, écoute, ça, tu m'as dit ça. Est-ce que c'était dans le but de me faire de la peine ou pas? Mais franchement, vous êtes en couple, vous êtes dans votre famille. Les familles, c'est toujours un peu compliqué. Entre amis, mais disons, ou le couple. L'autre vous dit quelque chose qui vous blesse. Est-ce que sincèrement, vous pensez que la personne avec qui vous partagez votre vie, son plaisir, c'est de vous blesser et que elle vous a dit un truc spécialement pour vous blesser? Est-ce que vous alors vous allez peut-être dire oui, c'est quelqu'un de pervers narcissique, manipulateur, je sais pas quoi. Ok. Alors reprenons la question autrement. Est-ce que vous, dans un couple, quand vous dites quelque chose à quelqu'un, vous le faites pour lui faire du mal, pour le blesser et que c'est votre but de blesser la personne avec laquelle vous êtes en couple? Parfois oui, parce qu'on a de la peine et qu'on a envie de renvoyer de la peine en retour. Et parfois, on va dire 80% du temps, c'est pas le cas. Donc, si on amène plus de transparence dans la relation et de dire là, ça m'a fait de la peine, et pas là de dire dis donc, tu me parles autrement, ou t'as vu comment tu me parles, tu pourrais réagir, tu pourrais comment dire, qu'on demande à l'autre de changer. Encore une fois, de toute façon, on reboucle toujours sur la même chose. Eh bien, de dire là, j'ai de la peine, là, ça me fait mal. Voilà, juste, c'est une information et c'est la vérité. Plutôt que d'aller chercher à se dire l'autre me veut du mal. Vous voyez, je suis avec quelqu'un, je vis, ou alors il faut se poser des questions sur soi-même. Hein. Si on vit avec quelqu'un qui nous veut du mal, et qu'on trouve ça normal, bah ouais, et qu'on se dit non, mais parce que moi, je vis avec quelqu'un qui me veut du mal. Mais enfin, pourquoi tu vis avec quelqu'un qui te veut du mal? C'est quoi Oui, après, on peut pas non plus mettre tout dans le même panier. Parfois, il y a des situations qui changent, on se trouve emberlificoté dans une relation, on sait plus en sortir. Évidemment, je mets pas tout ça de côté, mais on passerait 10 heures et plus, des jours, à parler de tout ça, sinon. Non, mais c'est très, très intéressant, c'est très vrai ce que tu dis. Souvent, je te rejoins là-dessus, et c'est presque devenu quelque chose de naturel, le jugement de l'être humain. On juge en premier lieu et puis après on réfléchit à ce qui s'est passé. Et c'est vrai que de désamorcer, comme tu le dis, directement en disant bah écoute, là moi j'ai ressenti ça, de pas prendre la chose forcément non plus personnellement, quoi, tout le temps, parce que c'est ça, en plus on est tout le temps. Alors effectivement, c'est vrai que on peut être pris dans le quotidien, dans le stress, dans la journée, tout ça, Oui, et puis dès qu'il y a une petite agression, on le prend personnellement. Mais c'est d'arriver, voilà, comme tu dis, à avoir ce recul, de dire attends, il m'a dit ça, mais est-ce que vraiment je suis obligée de prendre ça pour mon compte, quoi. Clarifier, surtout, voilà. D'arriver à clarifier parce que sinon on se retrouve effectivement dans des schémas de relations qui sont complètement faux quelque part, parce que nous on fait la surenchère sur ce qui nous a été projeté et puis ainsi de suite, et en fait rien n'est clair, et puis finalement on n'est pas du tout dans le constat de base, quoi, qui était peut-être tout simple, et on part dans des projections qui sont complètement comme tu donnais l'exemple de celui qui est mal garé. Exactement. Et ça part de très tôt aussi. Par exemple, par rapport à un bébé, on peut juger des bébés. Mais quand je dis ça, vous allez me dire n'importe quoi. Mais en fait, si. Ah, il pleure, c'est pour te faire culpabiliser. Mais ça va pas? Est-ce qu'un enfant, il est là dans le processus, j'ai compris ce que c'est la culpabilité et je vais pleurer pour que mes parents culpabilisent. Wouhou! Donc super bébé, hein, franchement, bébé très avancé. Mais à un moment donné, on met des choses
qui n'ont pas vraiment de sens en fait. Et pas pourquoi. Tout ça, c'est l'anthropomorphisme, même avec des enfants ou même avec des animaux. On va dire parce que nous, en tant qu'adultes, on perçoit les choses de cette manière-là, donc on croit que les autres perçoivent de la même manière. Et même un adulte à un autre, si vous demandez à plusieurs personnes d'expliquer une même scène, vous aurez plusieurs explications. Et chacun dira qu'il a raison. Et c'est des trucs hallucinants. J'ai une personne que je connais qui m'a raconté une expérience où lui, il est caméra... Bon, alors, cet exemple, il est pas très joyeux. Hein. Je suis désolée, c'est celui qui m'est venu, mais bon. Il est caméraman pour du saut en parachute. Et donc, il filmait. Et il y a eu un accident. Il y a un parachute qui s'est pas ouvert. Donc, il y avait plusieurs personnes qui sautaient, lui, il filmait. Eh bien, je sais plus combien il y avait de personnes, mais disons qu'il y en avait 5, ok ? Et plus la caméra, ça fait 6 témoins, 5 personnes et une caméra. Eh bien, il n'y a aucune version concordante. Et il n'y en a aucune qui concorde avec la caméra. Et pourtant, tout le monde y mettrait sa main à couper. Et ils ont tous raison, parce que c'est l'expérience qu'ils ont vécue. Mais c'est pas c'est pas la vérité. Si, c'est la vérité de chacun. Mais en même temps, il n'y a pas une vérité correcte. Chacun a sa propre vérité en fonction de ses perceptions. C'est ça. Sauf que bon, là, il y a la vérité de la caméra qui, elle a pas mis d'émotionnel dedans. Donc, normalement, on devrait être à peu près bon. Mais c'est vrai que face à une situation, il peut y avoir des mauvaises interprétations. Et si on part du principe que l'autre nous ment, eh ben, on va trouver des sources. Par exemple, on peut parler de la jalousie. Les personnes qui sont jalouses, pour moi, souvent, c'est que ce sont des personnes qui n'ont pas suffisamment confiance en eux-mêmes. On pourrait dire qu'ils n'ont pas confiance en l'autre, ça c'est le résultat. Et l'autre, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vouloir rassurer l'autre en permanence. Donc, ça veut dire qu'il va en rajouter une couche et pas être naturel. Donc, celui qui est jaloux, il va sentir que c'est pas naturel et que ça rajoute une couche. Donc, ça va le rendre encore plus jaloux. Et il va se dire, bah attends, c'est louche là. Tu me rassures, c'est que t'as quelque chose à... Mais non, je te rassure pour... Enfin, et ça, c'est pas de la transparence. C'est pas à un moment donné, ok, si t'es jaloux, je sais pas, faut que tu regardes avec toi. Moi, j'ai rien à... Moi, j'ai ma conscience, quoi. Tout va bien. Enfin, ça, franchement, ça pourrait être un thème à part entière. Hein. La relation, la confiance en soi, la jalousie... Mais dans la protection, il y a ça aussi. C'est comment savoir se positionner. Et dans le positionnement, voilà, moi, si je suis sûre de moi, j'ai pas d'inquiétude à avoir. C'est assumer qui l'on est, en fait. Hein. Et donc, aller vers plus de transparence, ça, j'ai une amie qui me dit, mais c'est pas de la transparence, c'est de la visibilité. Et elle a raison. Aller vers la transparence, ça nous amène à être plus visible parce qu'on va être plus nous-mêmes. On sera moins dans les carcans, on sera moins dans les il faut, je dois, c'est comme ça que je dois faire. Et ça va améliorer la communication. Et c'est important. Il faut pas tomber non plus dans les trucs, des fois on fait ça en se marrant un peu, les trucs où on en fait trop. Si tu me dis, tu m'as dit que cela te faisait du mal, alors cela veut dire que cela te fait du mal. Et enfin, voilà, on va pas se prendre la tête. Hein, c'est juste soyez simple et soyez aussi en fonction de votre mode d'emploi. Je vous ai donné des exemples qui me concernent, des exemples qui concernent d'autres personnes, mais et puis toi, tu as partagé aussi quelque chose, mais c'est qu'est-ce qui vous correspond. N'allez pas appliquer quelque chose que je vous dis là dans les exemples. Par exemple, la prochaine fois, de dire à la personne est-ce que je viens de t'annoncer que quelqu'un est mort, si ça vous correspond pas. Vous voyez, c'est moi je peux le dire parce que c'est quelque chose qui me dérange pas et qui voilà, ça passe, mais le faites pas parce que quelqu'un l'a dit, faites-le parce que ça vous correspond. Et mon but dans les enseignements que je peux transmettre, c'est de vous aider à comprendre ce qui vous correspond et de vous aider à agir en fait. Mettre en place son propre mode d'emploi, quoi. Voilà. Personnalisé. Exactement. Mais pour finir avec tout ça, c'est posez-vous la question, est-ce que ces personnes qui sont autour de moi, elles sont là pour me nuire ? Alors si oui, faut changer d'environnement, sauf si vous aimez ça. Parce que si vous aimez bien... Non mais c'est vrai, tu sais, on rigole en se disant « Oh mais c'est pas possible d'aimer ça », mais des fois on a des côtés un peu masochistes. Hein. Donc s'il y a un moment donné, on a quelque chose qui nous correspond, qui nous fait du mal, mais que finalement ça nous va bien quand même, moi je vais pas juger que c'est mal.
Si tu prends du plaisir à une situation souffrante et que tu en es conscient, tant mieux. Si c'est pas une situation qui te correspond, fais quelque chose, mais sois plus transparent même avec toi-même. Est-ce que ça me correspond ou ça me correspond pas? Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Je voulais aussi aborder le fait, alors en faisant une digression et en laissant de côté la protection, tu proposes, c'est ce que tu disais tout à l'heure, des stages, tu proposes aussi d'autres formations que la protection, tu fais pas uniquement ça. Oui. Alors est-ce que tu veux nous parler un petit peu des différents panels que tu peux proposer? Alors la formation dont tu as parlé, c'est une formation en ligne qui se suit en toute autonomie, c'est-à-dire que toutes les vidéos sont déjà enregistrées et vous pouvez la suivre de manière autonome. Il y a aussi un groupe qu'on a constitué sur WhatsApp où on peut discuter avec d'autres personnes qui suivent le stage, et si vous avez envie d'échanger ensemble, vous pouvez le faire. Ça permet de ne pas être seul, isolé devant son ordinateur. On peut aussi accéder à un groupe. Et vous choisissez vos horaires. Si vous n'êtes pas sur le même fuseau horaire, c'est pas un problème. Si vous voulez faire la formation qu'à 4h du mat, vous pouvez, ou le matin, enfin, peu importe, c'est en toute autonomie, à votre rythme. Et surtout, c'est des vidéos courtes, à part certaines méditations, mais sinon c'est des vidéos courtes, ce qui fait que vous pouvez picorer. C'est pas obligé de se dire c'est bon, j'en ai pour 2 semaines à me mettre tous les jours devant l'ordi pendant toute la journée. Non, et puis d'ailleurs je vous le déconseille parce que ça fait trop à emmagasiner. Donc dans les formations en ligne qui sont sur ce même format, il y en a 2 autres. Il y a apprendre à communiquer avec les guides. Donc comprendre les signes, comprendre comment ça fonctionne, qui sont nos guides, comment ils nous accompagnent, enfin voilà. Et il y a aussi la formation réconciliation avec les vies passées et parallèles, c'est-à-dire apprendre en toute autonomie toujours à se connecter à nos différentes incarnations pour apprendre plus sur soi, c'est-à-dire comprendre quels sont nos points forts et quels sont nos axes d'amélioration. Donc ça, pour moi, tout le monde est capable de le faire, et dans cette formation, je vous apprends à faire comment, et ensuite à se réconcilier, c'est-à-dire bénéficier des points forts de nos autres vies, et puis avancer ensemble sur les axes d'amélioration. Et il y a une formation gratuite aussi, qui s'appelle le lexique de la guidance, et lui, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la possibilité d'avoir des définitions sur les termes. Dans le monde de la spiritualité, on utilise des termes, les guides, qu'est-ce que c'est, etc. Moi, je vous donne ma définition, qui n'est pas universelle, mais qui correspond à pas mal de gens utilisent la même chose, mais c'est pour avoir plus de clarté, et ça, c'est important. Après, en termes de formation qui peuvent se faire aussi à distance, mais pas en autonomie, c'est-à-dire qu'on a des rendez-vous, après il y a des replays, on a des rendez-vous à date précise et on est en live ensemble. Donc là, du coup, il faut se mettre devant l'ordi à une certaine heure. C'est la formation reconnexion au corps. Parce que, comme je disais, on n'est pas une tête d'un côté, un corps de l'autre, des émotions. Donc c'est passer par le corps pour aller vers l'unification. Et il y a dans les formations qui se font en présence des stages, enfin en présence non, parce que on peut la suivre aussi par Skype, mais par Skype, n'importe quoi, c'est par Zoom, mais enfin peu importe, par un truc, par internet. En visio. En visio, c'est ça que je cherchais, merci. Donc on peut aussi la suivre en visio, c'est une formation pour apprendre à développer ses capacités extrasensorielles. Donc, elle fonctionne à base de 2 fois 3 week-ends. Donc, en tout, ça fait 6 jours. Et il y a un week-end tous les 2 mois. Et donc, pour le stage 1, il y a plusieurs niveaux. Mais pour le stage 1, on demande à ce que vous envoyiez une candidature. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas suivre ce stage. C'est seulement pour les personnes qui peuvent développer des capacités extrasensorielles plus. Pour ceux qui peuvent, pour tout le monde, il y a les formations développer son intuition et la connexion au guide. Ça, tout le monde peut le faire. Mais développer les capacités extrasensorielles pour pourquoi pas pouvoir faire des séances avec d'autres personnes ou simplement pour aller plus loin, ne serait-ce que pour soi-même. Ça, c'est soumis à candidature. Donc, il y a tout sur mon site internet, on peut voir tout ça. Et oui, après, je peux faire aussi des conférences.
Et oui, tu me parlais juste des formations. Bon, c'est déjà bien, voilà. C'est déjà beaucoup. Non, mais c'est bien, t'as fait le tour et justement, j'allais te poser la question par rapport à l'extrasensoriel. Donc là, c'est du plus. Oui. Hein. C'est pour des gens qui ont déjà des capacités développées. Pas Tu forcément. développes ça parce que des fois, c'est pas très clair. Est-ce qu'on a tous des capacités extrasensorielles Bien ou sûr. pas, plus développées? Est-ce que ça se travaille? Tu vois, des fois, les gens peuvent se dire, bah tiens, moi j'ai rien. Et puis en fait, si, on peut tous développer un petit quelque chose. C'est ça. Donc peut-être éclaircir ce point-là pour savoir, parce que là, comme c'est à candidature, on se dit, ah bah tiens, c'est pour ceux qui sont médiums, quoi, qui voient les fantômes qui passent devant eux. Tu vois, au moins que les gens puissent être au clair avec ce que c'est que oui, bien sûr, tu as raison. Alors là, c'est pour des personnes qui vont... Donc tout le monde peut apprendre à se connecter et développer son intuition. Tout le monde peut se connecter à ses guides. Les guides, ce sont des êtres spirituels qui nous accompagnent tout au long de notre vie et qui vont nous aider dans la réalisation de notre chemin de vie. Je mets juste la définition hyper express pour savoir de quoi on parle. Donc ça, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin de candidature, c'est pour tout le monde. Ensuite, pour les capacités extrasensorielles, là, on va aller un peu plus loin et ce n'est pas seulement de développer des capacités pour soi, c'est aussi pour percevoir chez les autres. Et pourquoi pas ajouter ça comme compétence dans nos métiers. Il y a des personnes qui le font pour leur développement personnel et qui ne feront pas forcément de consultation aux autres, mais que ça peut aider dans leur métier, par exemple s'ils sont dans le recrutement, par exemple, dans n'importe quel métier, même simplement pour la cohérence d'une équipe, pour entrer mieux en interaction les uns avec les autres, ça peut les aider aussi. Et en tout cas, les personnes qui viennent en stage, c'est surtout des personnes qui peuvent être dérangées par des choses qu'ils n'arrivent pas à gérer, et aussi ils sentent qu'il y a une attraction dans ce sens-là, mais ils savent pas par où commencer. Et quand il y a la candidature, effectivement, c'est de nous expliquer quel est votre contact avec tout ce qui est le monde extrasensoriel, si vous avez déjà eu des expériences ou pas. Et nous, on vous demande aussi votre prénom, enfin ça c'est pour moi, le prénom et la date de naissance, parce que pour moi c'est comme une clé qui me permet de me connecter à la personne. Et pour Fabienne, avec qui j'anime les stages, elle a besoin d'avoir la photo. Donc nous, la première chose qu'on fait, alors écrivez-nous toujours le pourquoi vous voulez venir. N'allez pas ne pas l'écrire avec ce que je vais dire. Mais nous, on ouvre le mail, on regarde prénom, date de naissance et photo, et là on sait si c'est oui ou non. Après, on vous lit. Mais en premier, on se connecte à vous pour savoir si c'est déjà oui, tu peux venir ou non, tu peux pas venir. Et le non, tu peux pas venir, ça peut être pour diverses raisons. C'est rarement parce que vous n'avez pas les capacités. C'est rarement parce que vous ne pourriez pas développer vos capacités. C'est le plus souvent parce qu'il n'y a pas la stabilité psychologique. Et ça, s'il n'y a pas de stabilité psychologique ou un cadre ou une posture suffisamment solide, eh bien, on va vous dire non pour votre sécurité, la sécurité du groupe et parce qu'on ne va pas accompagner n'importe qui, n'importe comment. Ou alors parce qu'on sent que vous n'êtes pas encore prêt et que si vous développez vos capacités maintenant, vous allez partir tellement perché que ça va vous déstabiliser plutôt qu'autre chose. Donc notre but, c'est pas ça. C'est pas de dire « Ah ben viens, t'as des capacités, viens et on s'en fout si jamais tu perds pied ». Non, pas du tout. Surtout pas. Mais en tout cas, si on refuse la participation, on explique toujours pourquoi. Et il y a des personnes qui ont postulé pendant plusieurs années. Et on a donné des pistes d'amélioration. Et au bout de, je crois, il y a une personne au bout de 3 ans, on lui a dit oui, parce que à ce moment-là, c'était ok. Et avant, c'était pas ok. Et pour nous, c'est important. Oui, c'est pas un non ferme et définitif. En tout cas, on explique pourquoi. Parfois, ça pourrait être un non. Enfin, on n'a jamais eu le cas, mais pourquoi pas? Ça pourrait être un non. Et puis, ça peut être aussi parce que juste, on s'accorde pas. Donc, c'est pas la peine. Oui, c'est une histoire de ressenti. Oui, tout à fait. Je veux dire, mettez-vous sur votre 31. Vous serez magnifique sur la photo. C'est pas une histoire de concours de beauté, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est le feeling qu'il y a. Et puis, alors ça, on a aussi. Il y a des personnes qui vont nous mettre une photo où ils vont se positionner particulièrement, tu sais, un peu de profil, un peu comme ça fait un peu plus mince ou des. Alors ça n'a aucune importance. Nous, on veut déjà, alors une photo entière, ça peut ou un selfie où vous avez les yeux ouverts, parce que moi, je passe par les yeux pour
pour les yeux, c'est utile aussi pour moi. Si vous avez les yeux fermés, on va vous redemander une autre photo. Et puis, c'est une photo sur laquelle vous vous trouvez seul. Et on a beau le dire, ça ne marche pas. Ils nous envoient des photos. Ah, mais non, mais je portais juste mon bébé dans les bras. Bah, est-ce que t'es seul? Un bébé, c'est une autre personne, quand même. Donc ça va pas. Ou alors, tu vois, il y a une tête qui est collée à une autre tête et puis tu vois un morceau de l'autre personne. Bah non, merci d'envoyer une photo. Fais un selfie, c'est pas grave. Voilà. Donc ça c'est vraiment c'est très étrange, mais ça, c'est vraiment une difficulté de réussir à avoir une photo qui correspond à ce qu'on demande, c'est-à-dire une photo de toi en mode vrac, c'est pas grave, mais je comprends que des fois, on n'a pas envie de se prendre avec les cheveux dressés sur la tête. Bon, d'accord. Mais bon, voilà. Donc, nous, on a besoin d'avoir une photo de vous et pas une photo de famille. Ça arrivait à saisir qu'en fait, on veut une photo de votre énergie personnelle à vous, quoi. Voilà. Peut-être qu'on devrait dire ça comme ça, ce serait peut-être plus clair. Bah, peut-être, écoute. Alors moi, j'ai compris que c'était ça, du coup. Ouais. Écoutez, ça donne peut-être une piste pour ceux qui vont nous écouter. Alors, en description, je mettrai évidemment tous les liens pour tes formations, pour te retrouver, pour ton site internet et puis tes réseaux. Et tu as la grande gentillesse aussi de faire une petite offre pour nos auditeurs. Donc je la mettrai également en description. Et puis je pense que vous pourrez aussi la retrouver sur les réseaux et puis les comptes de Sorine. Elle vous fera une petite story pour vous dire coucou, j'ai été dans le podcast, il y a ça qui s'y passe et il y aura une petite réduction. Voilà. Alors écoute, je te remercie énormément pour ce partage qui était absolument super. J'avais hâte d'enregistrer cet épisode avec toi. Ici, on a un petit gimmick en conclusion. Je pose la même question en fait à toutes les personnes qui ont la grande gentillesse de venir et d'être interviewées. Donc je te la pose et tu me donnes ta réponse. Alors si tu devais partager un livre, une pratique ou un mantra qui selon toi peut inspirer ou changer la vie de quelqu'un, ça serait quoi? Si, j'en ai un qui est venu directement. Il y en a deux. Allez, deux. Il y en a un qui s'appelle « Va au bout de tes rêves », un truc comme ça. J'arrive pas à me rappeler du nom de l'auteur, mais je peux trouver ça. Et puis l'autre, c'est « Oser l'impossible et le réaliser » de Jean-Claude Carton. C'est un ami qui est décédé aujourd'hui, mais qui a écrit ce livre et qui a expliqué son parcours de vie. Et c'est pas forcément il donne pas d'enseignement particulier dans ce livre, mais il retrace, moi j'aime beaucoup les parcours de vie. Il retrace son parcours de vie et par là où il en est passé pour en arriver. Il animait sur Radio Ici et Maintenant des émissions sur la santé, la spiritualité. Il a fait une web TV, enfin bref. Et puis il explique par quoi il est passé. Notamment, il a failli mourir plusieurs fois dans sa vie, donc il explique ça aussi. Toutes ces traversées. Et c'est vrai que quand on croise quelqu'un, là on se croise, on connaît pas nos histoires personnelles. On a eu des traversées chacune et c'est sûr, mais on les connaît pas. Et on arrive avec des a priori encore en se disant et dans ce livre Oser l'impossible et le réaliser, j'adore le titre d'ailleurs, et je trouve que on raconte bien son parcours de vie. Et l'autre livre c'est Va au bout de tes rêves. C'est Philisiatis, le nom de la personne, je crois. Et c'est aux éditions Le Souffle d'Or, il me semble, à moins que ça soit plus au Souffle d'Or, j'avais un doute. Voilà, Antoine Philisiadis, Va au bout de tes rêves. Parfait. Eh bien écoute, merci beaucoup Sorine. C'était vraiment très inspirant, c'était enrichissant et j'espère que ça aura plu aux auditeurs qui écouteront ce podcast encore et encore. Je te souhaite, écoute, plein de réussite pour tes formations, présentes, futures, à venir, qui vont, je suis sûre, accompagner beaucoup de personnes pour les aider à développer leur capacité, mais aussi à se retrouver. Voilà, à se retrouver et à créer un chemin qui leur correspond. Merci beaucoup Stéphie pour cette invitation. J'ai passé un super moment. Ça aurait pu durer encore des heures, je pense, et c'est chouette d'être comme ça en intimité. Et merci à vous qui écoutez parce que
Même si là, pour le moment, c'est Stéphie et moi, ben, j'oublie pas que vous êtes en train d'écouter et ça fait plaisir. Je sais pas, c'est touchant de savoir que vous écoutez et j'espère que vous allez pouvoir en retirer des petits trucs qui vont pouvoir vous aider. Oui, je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses qui doivent faire écho, ne serait-ce qu'une phrase, un exemple. Voilà, les parcours, c'est toujours inspirant finalement. On arrive toujours à se retrouver dans certains éléments qui nous parlent. Sorine, je te dis peut-être à bientôt. Avec parce qu'on aura peut-être l'occasion d'échanger à nouveau sur d'autres sujets. Parce que voilà, tu as beaucoup de choses à nous dire. Alors, on a digressé sur certaines choses, mais c'est vrai qu'il y a tellement de sujets qui sont intéressants dans ta pratique que tu pourras avoir en tout cas l'occasion de refaire une petite apparition avec nous et ça sera vraiment avec grand plaisir. Ben, pareil pour moi, avec grand plaisir aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous avez envie de prolonger la discussion, découvrir mes posts quotidiens ou simplement de suivre mon actualité, eh bien retrouvez-moi sur Instagram sur mon compte Steffi Vibes Manifest. À très bientôt pour de nouveaux contenus et merci encore pour votre soutien. À tout bientôt. Ciao ciao.